qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur corps du jour où elles ont fait cette première séance et au bout de 3 ans, les personnes qu'elles sont devenues. Si vous n'arrivez pas à passer au-dessus d'une critique pareille, il faut travailler parce que ça, c'est pas normal que un gros con dans la rue te pourrisse ta journée, voire plus, et mette quelque chose dans ta tête et que tu te sentes pas normal et que ça te touche, quoi. Ça, c'est pas possible. Avant ça, il y avait pas d'endroit où tu pouvais changer comme ça. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu prends n'importe quelle fille qui s'entraîne dans une salle de CrossFit depuis plus de quelques mois, depuis plus d'un an, c'est pas la même personne qu'avant. En fait, il y a la vie d'avant le CrossFit. Moi, je pense qu'on est dans notre truc et qu'on ne se rend pas forcément compte déjà. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se réveiller, mais des fois, on ne sait même pas qu'on dort. En fait, on pense que c'est la fatalité et c'est comme ça. Mais je pense que tout le monde autour le voit. En fait, les gens, ils sont juste pas capables de marcher. Ils sont pas capables de faire une simple randonnée. Ils peuvent juste conduire en voiture, prendre la photo d'en haut, dire qu'ils ont été dans le canyon, et voilà. Et en fait, ça, je trouve ça dramatique. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de CrossFit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Salut Hello, bienvenue sur le podcast, comment tu vas? Salut, ça va super bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc Hellosaurus, important sur les réseaux sociaux. Je suis coach, entre autres, principalement et entre autres, plus spécialisée dans la performance, on va dire, et notamment la force. Voilà, en gros. Alors, tu nous as fait le petit résumé, on va aller un petit peu plus en détail. Comment est-ce que tu as intégré le monde du fitness? Comment est-ce que tu as commencé dans ce monde-là? Ouais, d'abord en tant que pratiquante, je pense un peu comme tout le monde d'ailleurs, hein, de base. Et moi, je suis toujours ostéopathe du sport. Si tu veux, j'ai un diplôme qui va pas s'envoler, hein, mais je pratique plus ça. Mais voilà, j'étais ostéo du sport et pratiquante de tout ce qui était fitness à la base, le CrossFit très rapidement juste après. Et en fait, j'ai un peu relié les deux parce que ça me paraissait un bon match, comme on dit, un bon truc à faire, tu vois, pour prendre un peu pour parler un peu de la globalité de tout ça, la santé, fitness, etc. Voilà, en gros. Tu connais beaucoup d'autres thérapeutes, ostéopathes ou d'autres qui, en gros, ne pratiquent plus nécessairement dans leur discipline de formation et qui ont transitionné vers quelque chose de différent, comme toi, comme coach Ouais. ou d'autres? Honnêtement, je sais pas, vraiment. Je sais qu'il y a de plus en plus, par contre, d'ostéo au sein des salles de CrossFit. Donc, il y a vachement d'ostéopathes, de kinés, des super professionnels, en tout cas, qui pratiquent cette activité. Du coup, je pense qu'ils sont plus aptes à, à s'occuper des gens. Mais après, est-ce qu'ils ont basculé totalement et qu'ils ont tout arrêté? J'en sais rien. Je sais pas.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est combien de temps de formation, ostéopathe? Tu peux faire en 5 ans, tu auras un diplôme. Moi, personnellement, j'ai fait un peu plus pour me spécialiser, parce que si tu veux, c'est un peu comme tout, hein, quand tu es diplômé, tu sais rien. Donc, en fait, tu te rends compte que tu as passé 5 ans à l'école, et en fait, tu sors et tu fais «Ah, il me manque des infos». Donc, en fait, j'ai fait des formations, j'ai fait une formation très longue, enfin très longue. Souvent, tu fais des petits séminaires hein, en complément, mais moi, j'ai fait 1 an de plus, en tout cas, à Avignon, pour être ostéo du sport, Mhm. particulièrement, tu vois. Donc, on a Mhm. eu super intervenant, une super formation. Déjà, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus dans la pratique, hein, parce que 5 ans, malheureusement, tu as beaucoup de théorie et quand tu sors, tu es un peu perdu. Tu as envie de faire bien, mais tu peux pas faire bien. Donc voilà, 6 ans d'études, on va dire. Ouais. Avant ça, j'avais fait d'autres trucs que j'ai complètement foiré, hein. J'ai fait, je suis allé en fac de pharmacie, je savais pas. Donc j'ai perdu un peu des années comme ça, mais voilà. Parce que 6 ans de formation, ça fait quand même pas mal de temps pour ensuite bah, c'est pas que tu l'as complètement oublié, bien sûr, ce que tu fais maintenant, tu retrouves certainement des composantes que tu as pu intégrer à ce moment-là, mais c'est C'est quand ça. même du temps de formation qui est important pour ensuite se dire, je vais partir sur autre chose. Qu'est-ce qui t'a attiré ou qu'est-ce qui t'a poussé à partir Mm. sur d'autres disciplines que l'ostéopathie? Alors, ça, c'est un gros truc là que tu dis, perdre du temps entre guillemets. Moi, c'est ce que je pensais aussi au début. Je me suis dit: «Putain, oh, j'ai investi déjà, c'est beaucoup d'argent, hein». Faut savoir ça, c'est une école privée, tu es dans les 7 000 8 000 € l'année. Donc, tu fais le calcul, tu dis: «Oh là là», tu vois? Donc beaucoup d'argent, du temps évidemment, et je me suis dit: «Mon Dieu, j'ai tout gâché». Mais en fait, après, bon, en discutant avec des gens et en réfléchissant un peu plus loin, Heu, j'aurais absolument pas les compétences actuelles si je n'avais pas fait toute cette formation, déjà. Donc c'est un bon point, c'est quelque chose que j'ai pas perdu finalement, même si c'est un peu frustrant, c'est sûr, hein, de se dire, bon, bah, tu as fait autant d'études et puis finalement tu pratiques pas. J'ai pratiqué, attention, j'ai essayé jusqu'au bout, hein. J'ai essayé jusqu'au bout d'aimer cette profession, heu, mais c'est pas voilà, c'est pas mon truc. Mais bon bref, ça m'a permis d'avoir quand même un domaine de connaissances qui est quand même important, parce qu'il faut savoir qu'en ostéo, comme si tu veux, tu es praticien de première intention. C'est-à-dire qu'il y a pas d'ordonnance, tu as des gens de nulle part, ils vont venir te voir toi. Et là, en fait, là où le truc est incroyable, c'est que tu vas être coupable, toi, légalement, si tu n'as pas vu un truc de ouf. Par exemple, un truc improbable, un cancer de la peau. Tu vois. C'est pas de ta faute, hein. Mais comme il est venu pour te voir pour, tu sais, une lombalgie, le mec a mal au dos, tu ne vois pas que sur sa peau, il y a des trucs compliqués, que tu aurais dû l'orienter euh, chez un dermato ou chez un médecin en tout cas, eh bien, tu vas être coupable, toi, de ne pas avoir décelé le problème. Donc, c'est pour ça que les études sont extrêmement poussées. Donc, les gens, ils ne savent pas le contenu de 6 ans d'ostéo, il est incroyable. Enfin, tu vas de la psychologie à l'anatomie. Alors là, laisse tomber, c'est évidemment une des bases, donc c'est monstrueux. Euh, Biomécanique, la physio et des trucs improbables, beaucoup de psycho, beaucoup, Mhm. beaucoup. De la derma, enfin, des trucs. Donc finalement, c'est cool quand tu veux être coach, un bon coach, d'avoir quand même toutes ces connaissances. Voilà. Et donc, en fait, je m'ennuyais. Voilà, pour faire simple, c'était horrible. Et de, et de- C'était horrible. J'ai ouvert des cabinets, j'ai essayé, je te jure, j'ai essayé 3 fois. J'ai ouvert 3 cabinets à 3 endroits différents Mhm. et c'était pas possible. Si tu veux te alors moi, j'ai des collègues, des amis, qui adorent ça et tant mieux, et donc ils le font très bien. Moi, je pense qu'à un moment donné, comme j'aimais pas, je le faisais même pas bien, tu vois? Et j'avais des gens, alors le dernier cabinet, j'étais en zone, des bureaux d'entreprise. Donc j'avais beaucoup de gens, hein, beaucoup de monde qui venaient entre midi et deux après le bureau pour se faire manipuler. Et je me suis retrouvée avec que des patients très sédentaires euh, qui venaient là pour la baguette magique, tu vois. Et la ils venaient fameuse, là, la bon ben, fameuse baguette ah magique. ouais, moi j'ai mal au dos, je veux que ça craque et je veux plus avoir mal au dos. Et là, alors au début, tu le fais parce que tu as besoin d'argent, évidemment, tu le fais, mais en fait, c'est des gens qui reviennent pour la même chose. Et puis toi, en fait, tu perds ton temps, ta crédibilité, hein, parce que si tu veux te faire craquer le dos toutes les 3 semaines,
bah, ça aide personne, hein. C'est cool sur le moment, mais et en fait, c'est des gens qui voulaient pas faire leur part. Donc tu leur disais, «Bah, écoutez madame, là, oui, vous avez des douleurs au genou, mais vous avez beaucoup de poids en trop». J'essaie de dire ça correctement. Et en fait, si vous ne perdez pas de poids et que vous ne vous occupez pas de vous-même, ça va être très compliqué de régler vos soucis. Mais en fait, ils en ont rien à foutre, clairement. Et toi, bah, tu es là et tu deviens fou, quoi. Franchement, et je pouvais plus. Tu disais que donc tu n'aimais plus nécessairement cette pratique-là, ou en tout cas, peut-être les personnes avec qui tu pouvais travailler, c'était peut-être pas ta clientèle rêvée. Quand tu as commencé ta formation d'ostéo, est-ce que c'est vraiment quelque chose pour lequel tu avais une passion, ou tu pensais avoir une passion et au final, il s'est avéré que en fait, c'était pas exactement ce que tu attendais, ou? C'est ça. Bah, en fait, quand tu rentres dans cette école, c'est génial, hein. Tu envie de t'as envie de sauver les gens, quoi, tu vois? Bon, tu te rends vite compte que ça va pas être le cas. Et moi, personnellement, en troisième, quatrième année, je me suis dit: «Ouais, c'est compliqué parce que j'aime pas», hein, tu vois? Hmm. En fait, pendant 3 ans, tu fais beaucoup de théorie et tu pratiques sur toi-même avec, ton binôme, dans ta classe, et c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup apprendre, donc les études en elles-mêmes, elles sont super, hein, tu passes ta vie à l'école, tu apprends tous les trucs, tu es content, hein, tu vois? Mais, après, en quatrième année, tu as des patients, donc, ça s'appelle la clinique, et puis tu as des gens qui viennent, tu as leur petit dossier, tu te sens pour, tu te sens docteur, tu vois? Et là, je me suis rendu compte que j'aime pas. Putain, merde. Je fais comment? J'en suis à 30 000 € d'investissement, du temps. Moi, je travaillais la nuit, hein, pour payer tout ça parce que j'ai pas, mes parents ne pouvaient pas payer, j'avais pas d'argent du tout, pas de crédit non plus, donc c'est quand même une bonne chose du coup. Mais voilà, moi, je travaillais de nuit, de 19h à 2h du matin, tous les soirs, 6 jours sur 7, et j'allais à l'école, donc je me dis: «Putain, je fais tout pour faire ça», et je me rends compte au bout de 3 ans que, en fait, ça m'emmerde. Est-ce que, Et est-ce, mais j'ai fini, tu vois? C'était est-ce que l'ego: «Ah, je vais finir!» avec un petit peu de perspective maintenant, est-ce que tu aurais souhaité arrêter plus tôt? Ah! On m'a jamais posé cette question. En fait, je pense non, je pense que c'est bien que j'ai terminé, tu vois? Mon père, il dit un truc, il me dit, «Si tu es, femme de ménage et que tu as envie d'être, médecin, tu peux pas». C'est pas péjoratif, ma maman est femme de ménage, et si elle a envie d'être médecin demain, c'est très compliqué. Par contre, si tu es médecin, ça te casse les couilles, c'est horrible, hyper vulgaire, mais tu as envie C'est pas d'être grave, femme de tu as le ménage. droit. En fait, tu vois, tu as envie d'être femme de ménage parce que finalement, c'est cool, et ben tu peux. Dans ce sens-là, tu peux. Mhm. Et quand tu as rien du tout, que tu arrêtes un peu trop tôt des choses, par exemple, même le bac, il sert à rien honnêtement. Un bac, ça sert à rien, mais si tu l'as pas, ça te ferme des portes. Donc finalement, bah, je suis quand même contente de pas avoir perdu ce temps et d'avoir terminé, d'avoir eu ce diplôme. Et oui, certes, je m'en sers pas, mais c'est un peu comme, tu sais, Stéphie Cohen, elle est médecin, hein. Elle le dit ouvertement, elle a pas envie, quoi. Mhm. Mais Mhm. elle a eu son diplôme, donc c'est vrai qu'elle a quand même emmagasiné des connaissances, et je le vois plus comme ça maintenant. Je le voyais pas comme ça avant, attention. Ouais, donc ton diplôme pour t'ouvrir des portes, ou en tout cas pas avoir arrêté avant la fin de la formation pour pas te fermer des portes, mais ensuite, Ouais. une fois que tu as commencé à pratiquer, le temps que tu as dédié à essayer de faire fonctionner le truc avant que tu décides de changer, est-ce que là, t'aurais Ça, souhaité arrêter plus tôt? ça, j'aurais pas dû essayer. Ouais, ça, c'était dur. Ça, c'était un peu le: «Bon allez, maintenant, tu as fini l'école, il faut travailler», tu vois? Ah, Mhm. c'était horrible. Ah, tu sais, en plus, les premiers mois, j'avais pas, j'ai pas ouvert de cabinet, j'ai fait comme tout le monde, j'avais ma table de massage dans ma petite 206 cc, donc c'était compliqué, tu vois? Et j'allais chez les gens, oh là là, Est-ce que ah, tu c'est aurais, dur, hein. peut-être un conseil pour certaines personnes qui écoutent et qui se trouveraient peut-être dans cette situation? Je crois Mmh, j'ai pas le mot en français, mais en anglais, ce qui me vient à l'esprit, c'est the sunken cost fallacy. C'est le fait que tu as investi un certain montant, que ce soit argent ou temps, dans une chose. Et en gros, tu te dis, ouais, mais je peux pas arrêter parce que j'ai investi tout ça. Et donc, si j'arrête, mais en fait, c'est l'idée que si tu sais que
tu vas arrêter ou que ça va pas continuer, il faut vraiment essayer de couper les coups. Enfin, faut essayer de couper le plus tôt possible parce que sinon, en fait, tu te retrouves à juste passer du temps parce que tu n'as pas envie de, entre guillemets, perdre tout ce temps que tu as passé avant ou que tu y as dédié, comme toi tu l'avais fait. Mais comme tu le dis, c'est transversal. Tu as pu transférer ces compétences sur ta discipline ou sur ce que tu fais maintenant. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont peut-être dans cette situation, qui ont choisi une certaine voie, qui arrivent gentiment au bout de leur formation, mais qui ne se voient vraiment pas travailler dans ce domaine-là, en fait? Franchement, moi, je suis du genre là maintenant, à plus de 30 ans, arrête, stop, stop. Parce qu'en fait, euh, on n'a pas beaucoup de temps. Moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir, qui fait peur aussi, hein. Euh, En fait, on n'a pas beaucoup de temps. Et d'un coup, tu te rends compte, tu as 50 ans et ton travail, tu le détestes. Et ça fait 20 ans que tu y es. Et là, tu te dis, c'est trop tard. Donc, en fait, vas-y, il faut tout arrêter. Et ça, c'est pareil pour plein de trucs, hein. Moi, je suis partie de France, j'ai réfléchi 2 ans. J'aurais pas dû réfléchir 2 ans. J'aurais dû dire, maintenant, en fait, j'ai envie de partir maintenant. Allez hop, on se casse. Tu vois, ça fait peur, hein, attention. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais en fait, quand tu fais, tu te rends compte, c'est toujours pareil, tu regrettes jamais un truc comme ça. Tu te dis toujours, j'aurais dû le faire avant. C'est tout. Donc, bah, il faut se prendre son courage. Et Et faire ce qu'on aime, faire ce qu'on comment est-ce aime. que tu différencies entre, et peut-être c'est la réponse que tu viens de donner, mais comment est-ce que tu différencies entre une situation où tu te dis non, en fait, il faut vraiment que j'aille au bout de cette chose, que je la termine, ou alors où tu peux te dire non, non, maintenant, il faut vraiment que j'arrête, il faut vraiment que je change, je tourne la page ou que je change de direction. Comment est-ce que tu différencies ces deux choses-là? Ah, c'est compliqué. Je pense que ça dépend du sujet dont on parle, en fait. Je pense vraiment que ça dépend de ça. Si, oui, ça fait 4 ans que tu es à l'école, tu as ton diplôme à la fin de l'année, fini, quoi. Enfin, ouais, c'est compliqué. Je pensais au cas par cas. Mhm, Mais mhm. après, voilà, plus tu t'enfermes dans un truc que tu détestes, ben déjà, plus t'es triste, en fait, déjà. C'est important, ça aussi. Tu t'es pas content de te lever. Euh, ça va vers aussi des gens qui ont de l'anxiété après, qui sont très, très mal dans leur vie, dans leur peau. Et c'est triste, en fait. C'est triste. Donc, voilà, moi, je suis du genre, allez, on y va. Et donc, tu avais dit que tu voulais te rediriger vers quelque chose que tu aimais faire. Donc, si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui te passionne? Moi, c'est de créer des choses et travailler sur des projets. C'est pas de coacher. J'ai coaché des classes de CrossFit. J'ai fait le tour. Et il y a des gens, je pense, qui le font beaucoup mieux que moi, du coup, maintenant. Et que moi, je suis partie voilà, sur autre chose. Et j'aime bien gérer des trucs, travailler depuis mon ordi, pouvoir voyager. Ouais, et ça, c'est cool. Tu as des Travailler, coins, du coup, travailler beaucoup, par contre, tu vois, beaucoup. mhm. T'as des coins préférés dans le monde vers lesquels voyager? Voilà, je suis à Salt Lake City déjà, c'est plutôt cool. Mhm. Euh, et je m'y installe partiellement, donc ça c'est cool aussi. Euh, ouais, après j'ai beaucoup voyagé, mais moi, j'aime bien l'Angleterre, j'aime bien les États-Unis. J'ai passé 4 mois à Dubaï, c'était top aussi. Mhm. Euh, Très surprenant, je pensais pas rester du tout. Euh, je suis Que- partie 10 jours parce que j'en avais un peu marre de. Tu vois, il y avait un gros confinement en Angleterre, gros lockdown, mais puissance. Enfin, voilà. En France, c'était rien, tu vois. Je me suis retrouvée en plein mois de janvier. Ah, déjà à Noël, moi, j'ai pas pu aller en France voir ma famille parce qu'ils ont coupé les avions Mhm. 23 décembre. Merci. C'est génial, je devais partir demain. Tout va bien. Et tu te retrouves en plein mois de janvier à Newcastle. J'adore Newcastle, c'est là que je me suis installée, mais il fait froid, il pleut. Et en fait, je m'entraîne dans mon jardin, mais comme il pleut, bah, je m'entraîne dans mon salon. Je me dis, ouais, c'est con, tu vois. J'ai passé un coup de fil à un pote, j'ai dit, je peux venir en vacances 10 jours à Dubaï, ça va me faire du bien. Tu vois, c'est l'été, il fait 25 degrés. Donc, je pars avec mon sac à dos et en fait, je suis restée 4 mois. C'était vraiment bien. Donc, Qu'est-ce, tu vois, ça tu peux pas le faire si tu as un boulot normal. qu'est-ce qui t'a surprise le plus à Dubaï? Euh, Toute cette vision autour de réussir et de travailler, c'est incroyable. Tu as tout le monde qui travaille, des quartiers entiers
d'affaires où tu peux toi-même louer un bureau, tu payes, rien en plus et puis en fait, tu loues ton bureau et tu viens tous les matins au bureau, c'est quand même cool, tu vois? Mmh. Et tu as des entreprises de partout, beaucoup de gens très, très intéressants, en fait, du monde entier, parce que si tu veux, à Dubaï, il y a pas de locaux, hein. Il y a pas forcément de gens locaux, mais tu as des Anglais, des Français, des Américains et tu apprends beaucoup de choses. Et niveau fitness, ouais, les gens font plus attention à eux aussi, Mmh. donc c'était cool. Et donc, tu dis, il y a vraiment un esprit entrepreneurial, un Ah esprit ouais, business qui est beaucoup plus développé que, ouais. je sais pas, qu'en Angleterre ou dans les autres pays que tu as Je pense visité en jusqu'à Europe. maintenant? En Europe? Ouais. Ouais, je pense que, Ça- je dis souvent la France, mais en fait, je pense que c'est très européen, d'être, cool. Mhm. Les Suisses aussi. On est assez, enfin, ça dépend d'où à Nyon, on travaille dur. À Nyon, on OK, travaille très, très dur. OK. Ça s'apparente un peu à l'esprit un peu nord-américain en termes Ouais, de travail et entrepreneuriat à Dubaï. ouais, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Plus tu travailles, plus on va t'aider, finalement à rester déjà dans le pays et à travailler. Mhm. Et après, bah, si tu travailles pas, il y a personne qui va t'aider. Ça, c'est, bon, quelque chose qui est dur, mais moi, c'est comme je vois les choses. J'ai un gros problème avec les gens assistés et avec, bah, du coup, en fait, ça vient, on en revient à pourquoi je suis partie de France aussi. C'est que c'est un pays, j'ai je suis française, mais c'est un pays d'assistés, quoi. C'est incroyable. Moins Toi- t'en fais, plus on t'aide et si tu as envie de faire plus, bah, là, on va te prendre tout ce que tu gagnes et en plus, tu as pas le droit de travailler trop quand même, tu vois? J'ai des amis, infirmières ou pompiers et en fait, ils ont trop d'heures donc bah, ils ont pas le droit de travailler. Ah bon? Je comprends pas ça, tu vois? C'est un truc qui me enfin bref, ouais. Ouais, C'est encore un autre sujet, ça je pourrais parler des heures. c'est pour ça qu'on est là, mais c'est cet équilibre entre, ouais, comme tu as dit, avoir un système qui peut soutenir les gens démunis quand ils en ont besoin, mais qui n'encourage pas le fait de profiter en fait de la C'est structure ça, qui est en place au lieu difficile. d'être productif ou alors productif au niveau de la société, ça c'est un tout autre sujet, mais ou en tout cas trouver quelque chose qui te fait envie de te lever le matin C'est ça, et d'aller bosser, quoi. ouais, très compliqué. Tu parlais de projets que tu adores mener et développer. Quels sont les projets sur lesquels tu travailles à l'heure actuelle? Déjà donc bon, j'ai dit que j'étais coach, je travaille à distance. Donc j'ai, des athlètes en programmation personnelle. Je programme aussi des salles, donc ça c'est un cool travail. Hem, Tu vois? En Suisse, en France et en Angleterre, donc c'est cool. Mhm, Et en fait tout ça je le fais via, Warrior Programming qui est plutôt connu, en tout cas en Europe et ça c'est une société pour qui je travaillais et finalement que j'intègre. Donc ça, tu vois, ça passe le boulot au niveau supérieur parce que de base, j'ai travaillé 3 ans pour eux. Et en fait, maintenant, bah, je fais partie de cette société. Donc, tu deviens entrepreneur. mhm, Encore une fois, tu n'es plus du tout coach. Je vais garder mes clients, mais ça passe à un autre level, on va dire. Donc, tu vas t'investir différemment. Donc, ça, moi, j'aime bien. J'ai une entreprise de nutrition aussi où j'ai des coachs qui s'occupent des gens en one-to-one comme tu peux faire, mais du coup avec une prog mhm, de CrossFit ou programme de muscu. Mais pour la nutrition, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, je coache pas ces gens, euh, mais je gère tout ce qui est autour. En fait, tout l'aspect plutôt business, communication et tout ça, ça j'aime bien. Tu vois, développer une société, faire grandir et devenir, comment on dit, successful. J'avais envie de dire, mais tu vois, de faire réussir un peu tout ça, quoi. mhm. C'est plutôt cool de partir d'une idée, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'idées tout le temps. J'ai beaucoup trop d'idées. Et en fait, tu t'entoures de bonnes personnes et tu essayes ouais, de partir de cette idée et de créer quelque chose qui est cool. Et que voilà, tu donnes du travail aussi à des gens et tout le monde travaille ensemble et ça, c'est sympa. Mhm. Donc ça, voilà, c'est deux activités principales, en tout cas du moment. J'ai Warrior Programming et Wild. Euh, et à côté de ça, beaucoup de trucs, euh, dont super projet. Ici, là, à Salt Lake City, on est en train d'écrire un livre sur
sur l'entraînement féminin et toute la psychologie qui va avec. Donc, je suis avec des gens incroyables. Ici, ils portent vraiment tout le projet. Donc, moi, j'en fais partie. Donc, j'écris avec Erin Blevins. Si tu donnes les contacts à la fin du podcast, je te donnerai tout ça, toutes les infos des réseaux sociaux. Donc, on est toutes les deux là-dessus, mais on a toute une équipe incroyable ici et franchement, on s'éclate. Donc, en fait, je devais rester 3 semaines, je reste 2 mois. Trop de travail et c'est passionnant. Franchement, c'est un sujet passionnant et ouais, on apprend beaucoup. Tu vois, ça aussi, c'est cool. T'as pas besoin de tout savoir pour commencer quelque chose. Alors, il faut avoir une base. C'est le mec, il n'est pas coach, il veut écrire un bouquin sur le coaching, c'est compliqué. Mais moi, j'étais pas spécialiste du sport en Égypte antique et en Grèce, mais j'étais obligée d'apprendre ça et de faire mes recherches. Donc, en fait, tous les jours, on bosse de ouf. Et j'espère que ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Qu'est-ce J'ai qui, hâte d'en parler plus. qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre? Parce que c'est quand même assez différent des autres projets que tu as peut-être eu jusqu'à maintenant. Tu as parlé de coaching, de développement entrepreneurial. Écrire, c'est pas sur la même, c'est pas dans le même domaine quand même. Non, c'est vrai, hein. Alors, moi, j'écris personnellement. C'est quelque chose. Je lis beaucoup, j'écris beaucoup. Après, maintenant, on fait tout sur les réseaux sociaux, donc on voit pas tout non plus. C'est sûr que je vais pas poster tout ce que j'écris. C'est un peu relou aussi, ça fait faire chier tout le monde. J'ai pas de blog, je fais pas ça, tu vois. Mais j'écris beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose de cool. Et derrière, petit coucou en même temps. C'est bien, il faut. Et ouais, et derrière, en fait, donc j'ai ces gens, des amis à moi que je connais très bien et qui, eux, écrivent beaucoup. Donc, ils m'ont proposé, si tu veux, de faire un projet ensemble. Et je dis, ah ouais, ça serait cool. Ben, moi, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et c'est venu hyper naturellement le fait d'écrire finalement ce bouquin parce que c'est quelque chose qui n'est pas fait. Il n'y Mhm. a pas, il y a pas, il y a pas forcément tu vois, il n'y a pas de source comme ça, de livres spécialisés là-dessus. Et c'est quelque chose, je pense que on est des filles aussi. Ça, c'est important parce que si c'est un homme qui écrit un bouquin sur l'entraînement féminin, ça peut être cool, mais il va manquer des choses. Tu vois, Mhm. il va manquer des trucs, il y a des aspects psychologiques, il y a des choses qui vont manquer. Donc, ouais, voilà. C'est parti d'un message. Ah, on devrait faire un projet ensemble. Elle venait de finir son livre elle-même. Elle a déjà écrit des trucs. Et elle sait que j'aimais bien déjà écrire. Donc, on est parti là-dessus. J'ai pris un avion et on a commencé, tu vois. Comment est-ce que tu trouves un équilibre entre des idées qui viennent de différentes personnes quand tu as un projet commun comme ça, mais tu as quand même des inputs tu en as plusieurs, et donc comment est-ce que vous gérez tout ça? Ah ouais, compliqué. On a fait déjà, premièrement, une grosse réunion avec tout le monde. On a pris un énorme tableau et on a écrit, moi j'appelle ça une marguerite, tu vois, tu écris des mots et tu pars un peu dans tous les sens. Mhm. Ça fait des thèmes, tu vois. Donc on a un peu un squelette déjà. Et derrière ça, on écrit euh, individuellement nos trucs et on fout dans Dropbox Mhm. les choses qu'on peut écrire. Euh, et dans les parties communes, alors, il faut savoir que là, je travaille beaucoup, ils sont tous photographes, ça c'est important à savoir. Donc, ce livre, il est très visuel aussi, et c'est quelque chose qui va être très beau déjà. Donc, c'est une partie, l'aspect, Partie artistique comment on aussi, en dit, plus ouais, de l'aspect complètement. littéraire. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose que soit tu vas acheter parce que tu aimes les photos, il y a des photographes très connus qui travaillent euh, sur ce projet. Donc, on a déjà organisé tous les shootings photos de tout ce qu'on a envie de transmettre. Tu vois, on s'est fait des journées weightlifting avec des filles, mais pour de vrai, on n'a pas fait de posing, là, truc d'Instagram. Donc, on a fait des vrais trucs, un vrai travail où on a réuni des filles ici locales de l'équipe USA Weightlifting, des trucs comme ça, et on s'est fait une session et il y avait tous les photographes. Enfin, moi aussi, je fais un tout petit peu de photographie, alors à mon niveau, c'est ridicule par rapport à avec qui je travaille, tu vois, mais j'apprends. Et, euh, et bref, donc ça, c'est du commun, et derrière, on articule, on poste en fait nos idées, on écrit. Ça peut être personnel, ça peut être analytique. Moi, je suis beaucoup là-dessus. C'est un peu plus moi qui fais tout ce qui est histoire de
du sport chez les femmes, l'histoire de la force, etc. Mhm. Mais voilà, il y a des expériences personnelles que, tiens, ça te vient, tu prends l'ordi, t'écris et tu balances sur Dropbox et tu verras, peut-être qu'on le garde, peut-être qu'on le garde pas. C'est Mhm. un peu, on travaille comme ça, très intuitif. Ok. Et quelles sont tu as parlé de valeurs que vous voulez transmettre avec ce projet? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand on parle de valeurs? Euh, Tu vois pourquoi une femme s'entraîne déjà. Euh, et en fait, on a envie de montrer que c'est bien, que c'est normal et qu'il faut, tu vois, il faut et que il y a tout un aspect psychologique dont on ne parle jamais. Euh, et ça, on a envie vraiment de développer. Tu vois, ça sera pas les filières énergétiques de la force. Ça a été vu et revu. Un homme ou une femme, c'est pareil, hein. On va le mettre à la fin. Un petit rappel anatomique et un rappel physiologique. Mhm. Mais au niveau, voilà, quand on parle de valeur, c'est qu'on a envie d'expliquer ce que, pourquoi une femme va s'entraîner et qu'est-ce qui va se passer finalement quand tu vas commencer à t'entraîner. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'exemples personnels là-dessus sur des clientes qui étaient venues euh, faire une séance d'essai de CrossFit et qui ne faisaient pas de sport. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête et dans leur corps du jour où elles ont fait cette première séance et au bout de 3 ans, les personnes qu'elles sont devenues. Ça, c'est quelque chose de très important et on a vraiment, vraiment envie de développer plus ça, tu vois. Mhm. Donc la place de l'entraînement L'impact, dans le quotidien. l'impact. Ouais, 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 ouais. Ouais. Alors oui, il y a aussi le côté athlète professionnel, etc. Ça, c'est encore autre chose. On peut aussi en parler. Mais la ligne, ouais, le truc conducteur, c'est en fait, tu peux être ce que tu as envie. Mais là, on est dans une société où une femme qui est un peu trop musclée, c'est compliqué, c'est pas bien, nanana. En fait, non, non. Pourquoi? Tu vois? Pourquoi c'est pas Mhm. bien? Mhm. Et ça c'est un gros morceau. Très compliqué hein, à écrire ça. Hein. C'est Avec tous les voyages vraiment. que tu as fait jusqu'à maintenant, est-ce que tu trouves qu'il y a des pays qui sont un petit peu plus en avance que d'autres sur ce sujet-là? Ou pas en avance, mais qui peut-être pensent un petit peu différemment et qui donnent un petit peu plus de place, on va dire, individuelle à chaque personne et donc dans ce contexte-là, à chaque femme pour vraiment décider de ce qu'elle a envie d'être, à quoi elle a envie de ressembler, qu'est-ce qu'elle veut faire avec sa vie. Ouais, et ça, ouais. Alors, ça, bon, il y a un truc qui est commun, c'est euh, la société, en tout cas, je pense que ça c'est vraiment global, actuelle, via les réseaux sociaux, via la télé, les magazines et tout ça, on a quand même un truc où il faut être euh, assez mince et pas trop avoir de volume musculaire. Ça, c'était un truc, ça c'est en Europe, tu le vois quand même. Hein, c'est simple, hein, tu prends une fille qui s'entraîne beaucoup. Moi, j'ai des copines qui sont plus impressionnantes que d'autres. Euh, et quand tu te promènes, tu as tout le monde qui va regarder et tu vas avoir des remarques. Et en France, c'est très déplacé. C'est Mhm. très compliqué, il n'y a plus de respect du tout, quoi. Enfin, tu fais tes courses à Carrefour à Marseille et tu as tout le monde qui va venir te dire hey, tu fais du squat. Tu fais combien au développé couché? Alors, ça, c'est un truc de ouf. Ça me... Je trop envie de m'énerver, tu vois, à chaque fois. Donc, ça, c'est. En fait, tu es un peu une bête de foire. Si tu as un petit peu trop de muscles, en France, beaucoup. En Belgique, moi, j'ai passé la pire journée de ma vie à Bruxelles. Hein. J'étais avec Célia et une autre copine, Elodie, et c'était horrible, quoi. Parce qu'en fait, tu es très regardé, il n'y a même plus de respect, et on te balance des trucs. Toi, tu n'as rien demandé, mais tu as un mec qui vient te toucher les biceps, tu vois. Oh, pourquoi tu fais ça? Et c'est pas positif du tout. Ok. Après, tu as d'autres pays comme. Alors, en Angleterre, j'ai beaucoup moins de soucis. Perso, c'est plutôt cool. Et tu as des pays où en fait, on te dit, ah, c'est cool, tu t'entraînes bien, et le mec s'en va et il vient. Il te fait pas chier plus que ça. Ça, c'est un peu ce que tu peux voir à Miami, à des endroits comme ça où il y a quand même l'envie d'être en bonne santé et de travailler pour soi-même. Et si tu as des muscles, tu as des muscles. Ça va, quoi, tu vois. Mais voilà, il y a des pays où si tu as des muscles, on te demande pourquoi. Ah oui, il y a aussi un truc de ouf, c'est qu'on te demande ce que tu prends. Je sais pas,
m'entraîne, tu vois? Je Mmh. m'entraîne et en fait, ça, c'était un gros souci à Dubaï au tout début, d'ailleurs, parce que Dubaï, c'est très, en tout cas en ce moment, influenceurs, hein. Tu as les influenceuses et les influenceurs qui sont là-bas parce que il fait beau, c'était l'hiver et c'était le seul pays qui était pas fermé, tu vois? Avec le covid. Mmh. On dirait qu'il y Mmh. avait pas de covid et donc là-bas, c'est très, ouais, les filles, elles sont grandes, minces et voilà et en fait, quand tu arrives et que toi, tu t'entraînes pour de vrai, tu fais, ce que tu fais, tu vois? J'ai un jour où je faisais du deadlift d'ailleurs, j'ai fait vraiment une barre lourde, j'étais très contente et j'ai, ce bodybuilder qui est venu me dire, «Est-ce que tu prends quoi comme tablette?» et je dis: «Quoi?» «Qu'est-ce que c'est les tablettes?» Oh! Je me dis: «Mais qu'est-ce que tu dis?» et il me dit: «Bah, des stéroïdes». Je dis: «Oh! Mais non! Mais je prends pas ça en fait, c'est compliqué ce que tu dis» et en fait, pour eux, c'est pas concevable, tu vois? Donc si tu as un peu, une performance ou un physique qui est différent de ce genre de personnes, de ces filles, ben, en fait, tu prends des choses et on sait même pas pourquoi tu le fais. Ou alors on te dit: «Ah ça c'est trop gros, tu as des trop grosses cuisses». Oh! Mais je t'ai pas demandé, hein. Tu vois? Je ne fais pas du leg extension, c'est qu'en fait, j'ai fait du crossfit pendant trop longtemps et ils sont comme ça, en fait, tu vois? Mmh. Donc c'est bizarre. Parce qu'après, tu vois, un nageur, ça a des grosses épaules, Mmh. mais tu vas pas lui dire: «Oh, tes épaules, elles sont trop grosses, arrête la muscu». Bah non, tu sais qu'en faisant de la natation, il a développé ça. Et les gens, ils ont pas cette culture de, si je fais du crossfit ou de l'haltérophilie ou des sports comme ça de force, ça va développer des choses et ton corps, il va changer avec. Pour eux, ils sont, «Ah bah là, tu as fait trop de leg curl, hein». Mmh. Bah non! C'est quoi la bonne réaction à avoir pour peut-être d'autres filles, d'autres femmes qui écoutent le podcast et qui peut-être sont confrontées à des situations comme ça? Comme tu as dit, c'est pas plaisant, c'est pas positif. Non, Est-ce qu'il y a une bonne façon de réagir ou une meilleure façon de réagir? Parce que c'est de toute façon, c'est une situation de merde pour commencer. Donc, je ne sais pas si on c'est peut ça. trouver quelque chose qui va tout régler, mais quelle est la bonne attitude à avoir, à ton avis, dans ce cas-là? Alors moi, j'ai, une grande bouche, je parle beaucoup et en fait, j'ai aucun souci à envoyer péter quelqu'un. Du coup, je suis pas très sympa. Tu vois? Je peux te dire: «Bah non, je fais du ping-pong, connard», tu vois? Mhm. «Ouais, tu fais du bench press, enfin, ta gueule». Donc ça dépend déjà mon humeur du jour, si je fais une blague ou si j'envoie chier de suite. Après ça me touche pas, hein. Moi, ça me touche pas, mais j'ai des copines, ça les touche beaucoup et ça, par contre, faut pas. Ça, c'est hyper important. Alors, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres de passer au-dessus, mais c'est un si je parle aux filles là, si vous n'arrivez pas à passer au-dessus d'une critique pareille, il faut travailler parce que ça, c'est pas normal que, un gros con dans la rue te pourrisse ta journée, voire plus et mette quelque chose dans ta tête et que tu te sentes pas normal et que ça te touche, quoi. Ça, c'est pas possible. Il Mhm. faut vraiment essayer de travailler ça. Après que tu répondes ou pas, bon, ben voilà, bon, moi, c'est mon truc, oui, ça me saoule. Donc, en fait, je réponds de suite, tu vois? Tu as des trop grosses cuisses, je dis: «Bah, tu devrais peut-être faire un peu mon training», tu vois? Parce que toi, par contre, c'est compliqué. Tu vois? «Tu fais combien de développé couché?» «Bah, 103». Ah, il te regarde, tu fais: «Ah bon? Ouais, allez, salut». Ouais, donc c'est marrant, tu parlais avant enfin c'est marrant, tu parlais avant de l'aspect psycho que tu veux développer aussi dans le livre. Et donc tu en viens à presque la prise de responsabilité individuelle sur ta propre façon de réagir à ce qui peut t'atteindre ou non. Mmh, Donc autant il y a une action de l'extérieur qui n'était pas nécessairement bienveillante, autant ouais. la meilleure façon de la régler, c'est de se poser soi-même des questions. Alors, mais tu vois, les réactions, elles sont différentes en fonction des personnes, mais plus tu t'entraînes, moi, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué dans les salles, plus tu prends confiance en toi et plus tu vas sûrement envoyer péter, le mec qui vient de te saouler parce que tu as des gros bras. Alors, quelqu'un qui a pas confiance en lui, il va se sentir mal, agressé et il va rien dire et ça, tu vois, bah, vous les mecs, c'est il y a moins de soucis. Il y a moins de soucis de confiance en soi et cetera. Puis, en fait, un mec qui s'entraîne, c'est normal et on ne viendra pas l'emmerder, en fait. On Mhm. ne viendra pas l'emmerder. Mais là, un problème de confiance en soi et de s'imposer chez une femme,
Si tu prends une femme qui s'entraîne pas et quelqu'un qui commence à faire le crossfit, c'est super, hein, pour ça. Enfin, pour moi, le crossfit, j'ai beaucoup de trucs à dire négatifs sur le crossfit à chaque fois. C'est vrai que les gens savent. Il y a des trucs, voilà, et je le pratique même plus vraiment et je le coach plus. Mais c'est quand même quelque chose de bien. Avant ça, il n'y avait pas d'endroit où tu pouvais changer comme ça. Et ça, c'est hyper important. Et quand tu prends n'importe quelle fille qui s'entraîne dans une salle de CrossFit depuis plus de quelques mois, depuis plus d'un an, c'est pas la même personne qu'avant. En fait, il y a la vie d'avant le CrossFit. Et c'est des gens qui changent physiquement. Ça, c'est un truc, ouais, ouais. Mais mentalement, mentalement. Et clairement, tu prends confiance en toi et tu te rends compte que non, je peux faire mes choix, je peux répondre. Si ça me va pas, je peux m'exprimer. Et ça, c'est un truc que je trouve formidable, du coup, Et donc, avec le CrossFit. en complément sur le CrossFit, sur l'entraînement de manière générale, qui, comme tu as dit, peut vraiment changer la personne que tu es à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Mais qu'est-ce Ouais. qu'on peut faire en plus de l'entraînement au niveau psychologique, au niveau travail sur soi, pour gagner en confiance, pour prendre, j'allais dire prendre sur soi, mais je ne pense pas que ce soit le bon terme, pour mieux gérer des situations qui peut-être nous auraient mis dans une, ou nous auraient rendu inconfortables à un moment donné dans notre vie. Hmm. Alors, grosse question. Je te remercie pas. De rien. Euh, alors là, on parle de l'entraînement, mais moi, je pense qu'il y a plein de trucs qui va autour. D'accord. Il y a des bouquins sur ça, les piliers. Tu vois. Donc, tu as comment tu bouges et comment tu réfléchis et comment tu vas te nourrir. Donc, c'est 3 trucs. Donc, c'est bouger, manger, penser. Ça, c'est très les trucs de la Grèce, c'est des philosophes, hein, en Mhm, fait. Parce mhm. que ça, c'est des gens qui réfléchissaient vachement plus que nous. Donc, il y a voilà, tout ça. Donc, on a parlé du training, c'est bien. Mais je pense que là, si on écoute toutes les conneries qu'il y a autour, si on fait n'importe quoi autour, on n'a rien pour nourrir notre cerveau et réfléchir mieux et du coup, progresser à un autre niveau que l'entraînement. Donc, c'est pas en regardant les anges de la télé-réalité là que tu vas prendre confiance en toi. Non, ça c'est compliqué. euh, Par contre, si tu commences à un peu ouvrir ton cerveau à d'autres choses, tu vas apprendre des trucs. Et moi, je pense que plus tu apprends, plus tu as d'outils pour changer et pour poser des questions, pour te remettre en question et pour évoluer en fait. Donc ouais, la partie cerveau, pensée, elle est très très importante, je pense. Mhm. Et ouais, ça, tu vois. Donc Qu'est-ce qui t'a le s'instruire, plus, s'instruire. qu'est-ce qui t'a le plus, qu'est-ce qui t'a aidé le plus à te développer? Tu as dit comment réfléchir. De quelle manière est-ce que toi, tu as changé ta façon ta manière de réfléchir ces dernières années et qui ont eu le plus gros impact sur toi? Moi, je pense que c'est les rencontres. Moi, c'est quelque chose que, j'insiste là-dessus, j'insiste vraiment. Euh, Voyager, aller rencontrer des gens, parce qu'en fait, si tu restes tout seul dans ton coin, c'est facile d'être le king de ton petit royaume, là, t'habites, je sais pas dans quel village, en bref. Et si tu commences à sortir et à rencontrer des gens et à discuter, tu vas euh, comprendre ou pas comprendre des fois la façon de penser de certaines personnes. Et, euh, et en fait, ça va te faire. En fait, si tu veux, tu vas prendre. C'est un peu comme si tu avais un seau. Il est vide. Il n'y a rien. Il n'y a que toi. Il y a tes doutes. Ah, ton malaise, non. Tu vois. Et en fait, tu as toute ta vie pour remplir ça de beaucoup de choses, de connaissances, etc. Et en fait, tu peux pas faire ça tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut que tu ailles échanger, rencontrer des gens. Ils vont te parler de leur expérience, hyper important. Et ça va te donner des infos, en fait, comme ça. Tu as rencontré le truc et machin. Ah ouais, elle a vécu ça. Ah ok, lui il m'a conseillé ce livre. Ah, et tu vas lire ce livre. Et c'est des choses comme ça, c'est de l'échange. Hmm. Et si tu es tout seul et que tu fais jamais ça, et que tu regardes, je reviens toujours au même truc, mais tu finis le boulot, un boulot que tu n'aimes pas, on revient au début du podcast, un boulot que tu n'aimes pas depuis 20 ans,
il y a tout le monde qui te fait chier et tu rentres à la maison et tu regardes, je sais pas, tu vas sur Netflix et tu prends le pire truc que tu peux regarder sur Netflix, un vieux truc de télé-réalité et tu mets ça et c'est ta nourriture pour ton cerveau et c'est tout. Et puis le lendemain, tu retournes au travail. Et en fait, tu changeras jamais, quoi. Jamais. Il y a rien pour, t'améliorer, tu vois? C'est- Moi, je pense qu'on a des tu sais, les logiciels ou ton téléphone Apple, tu fais des trucs là, des mises à jour Mhm, tout le temps mhm. et je pense que nous, on a besoin de mises à jour. Moi, je suis pas la même personne, que l'année dernière, déjà. C'est court. Il y a même 6 mois. Il y a 6 mois, je pensais que j'habitais à Dubaï, tu vois? Et en fait, là, j'ai emménagé, là, tu vois? Et en fait, je pense qu'on a besoin de mise à jour et pour changer, pour, devenir meilleur, au final et ça, tu peux pas le faire tout seul du tout. Tu peux pas, parce qu'il faut apprendre, quoi. Comment est-ce que tu fais ce premier pas? Enfin, pour toi, c'est une démarche dans laquelle tu es plongé depuis, ben, de ce que je peux voir et entendre, en tout cas plusieurs années, un développement personnel en continu pour quelqu'un qui peut-être à un moment donné s'est retrouvé figé dans le temps ou qui s'est réveillé, comme tu l'as dit, après 20 ans de ne pas aimer son travail, d'avoir une routine qui la nourrit pas en fait. Quelle est la Mmh, première étape pour faire cette première mise à jour? Parce que bah, c'est clair que plus ça fait longtemps que tu as fait une mise à jour, plus ça va être dur d'en refaire une parce que bah, comme faut se remettre en question, ouais. euh, il faut, il faut peut-être changer qui tu es ou en tout cas des choses que tu fais dans un premier temps. Donc, comment est-ce que tu inities ce changement si tu es resté coincé pendant très longtemps? J'avais une réponse, elle était horrible, du coup, j'ai rigolé. Je peux pas dire ça. Je réfléchis. Non, moi, ce qui m'a aidé pour de vrai, hem, j'ai lu un texte de Mark Twain. Ça, c'est Mark Twain, c'est quelqu'un, qui m'a beaucoup aidé, qui est très, très important pour moi. Si les gens écoutent et veulent, googler Mark Twain, ils vont trouver des choses, incroyables à propos de cette personne et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup et j'ai lu un de ses textes un jour et il a dit, ce matin, «Fuck», c'est un américain, Mark. Tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir, tu as une sale gueule, coupe-toi les cheveux, ça suffit maintenant. Coupe-toi les cheveux, jette, heu, toutes tes musiques de merde là, tes CD, tous tes trucs de merde. Ce bouquin, il est nul à chier, jette. Fais-toi un café noir, un bon café et maintenant prends tes responsabilités, putain merde, c'est de ta faute. Ça, c'est important parce que les gens, ils vont blâmer, tout le monde. C'est toi. Donc maintenant, tu t'assois, tu te regardes et tu fais: «Putain, OK». Donc ça, ce texte, il est incroyable. Heu et quand ça va pas, tu le relis, quoi. Tu vois? C'est les textes que tu relis, les textes de Marc, c'est important. Hem et là, tu te dis: «Ah ouais, ah, il faut prendre une décision radicale». Tu fais un truc, un truc. Donc je sais pas, appeler quelqu'un. Peut-être que le problème, c'était un truc dans une relation ou appelle quelqu'un pour lui dire: «Tu me saoules». Il faut pas garder, tu vois? Il faut extérioriser et je pense que ouais, je rigole avec le «coupe-toi les cheveux». C'est ce que Marc a écrit dans ce texte, mais c'est vrai en fait. C'est pourquoi ce serait pas, ton premier pas aujourd'hui? Tu te regardes, tu fais: «Putain», vas-y, tu prends les ciseaux, tu te coupes les cheveux, tu fais le ménage et là tu dis: «Bon, j'ai un job de merde, je vais arrêter». Il faut qu'il y ait un élément déclencheur, mais un truc, fort, pas un petit truc, pas un petit truc, un truc fort et je sais que c'est facile à dire. J'ai pris ça m'a pris du temps, mais voilà, Tu t'es ça c'est coupé les important. cheveux? Je me suis fait rose, mais c'est parti. Non, mais c'est vrai en fait, parce que si tu veux, tu t'endors. Donc ben, il faut se réveiller. C'est vraiment important. Réveille-toi, demain là, tu peux te faire rouler dessus par un bus. Super, tu as fait quoi en fait? Tu t'es fait du souci, tu as fait des trucs que tu aimais pas. Enfin, c'est hyper important ça. Hem, tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve, j'ai envie que tout le monde soit comme ça. Réveille-toi. Mais c'est important ce que tu dis, je pense,
le fait de se regarder dans le miroir et de se dire, ben, si je veux changer les choses, c'est à moi de le faire. C'est C'est pas ça. en pointant du doigt et en disant que c'est la faute à autrui que ça va nous faire avancer. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où toi, tu t'es rendu compte que peut-être tu pointais le doigt un petit peu trop vers l'extérieur et tu as eu une prise de conscience qui t'a fait, on va dire, revenir vers toi-même et prendre ces responsabilités-là et qui ont vraiment peut-être un tournant important dans ta vie à ce niveau-là? Hein. Euh, Moi, je pense que moi, j'étais vraiment endormie pendant quelques années et je restais en France. Et, euh, et en fait, j'ai eu des super moments. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais en fait, je fais rien parce que eux, ils font rien. Et tu vois, et je me plaisais dans mon truc de paresse. Vraiment, moi, je me réveillais à 10, 11 heures. C'était n'importe quoi. Je faisais vraiment pas grand-chose. Je- et finalement, je me laissais porter, mais j'étais bien, hein. Et quand je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre beaucoup de choses, me- professionnellement, j'en suis arrivée à un point où je répondais même plus au téléphone pour me prendre mes rendez-vous de mes patients. Et je laissais couler comme ça. Je me dis, oh, c'est pas grave, tout va bien. Et en fait, quand il y a tout qui a explosé, je me suis dit, ouais, mais parce qu'en fait, c'est eux là aussi, ils font rien. Moi aussi, je voulais rien faire. Et en fait, pas du tout. C'est moi, tu vois, c'est moi qui me réveillais pas et qui faisais n'importe quoi, qui passais mon temps à m'entraîner pour je ne sais quel objectif, de rien du tout. Parce que ça, c'est pas une vie, quoi. Tu peux pas juste t'entraîner, et t'amuser. Et ouais, et j'avais accusé la dynamique ambiante, et je m'étais dit: «Bah, de toute façon, eux non plus, ils font rien», tu vois? Et j et en fait, non. Il fallait juste que je me réveille moi-même et je me dise: «Maintenant, tu vas pas accuser après les gens dans 15 ans. Ah ouais, bah, aussi, c'est de leur faute parce que, moi aussi, je voulais aller à la plage, du coup, je répondais pas au téléphone». Bah non, c'est moi. J'étais, paresseuse. Mmh. Et je me suis réveillée d'un coup, j'ai dit: «Bon, par contre, là, tu peux pas faire ça. Tu vas pas habiter chez ton père, comme ça. Il peut pas te sauver à chaque fois. Le jour où il sera plus là, lui non plus. Et tu vas faire quoi après?» Tu vois? Et je me suis bougé le cul et j'ai arrêté un petit peu d'avoir peur de choses aussi, parce que ça fait peur, hein, de changer. Ouais, Et je dis: le «Vas-y, changement, c'est. là, on y va», tu vois? Qu'est-ce que t'as fait? J'y vais! C'était quoi Ah! tes premiers pas ou tes premières étapes en allant de l'avant depuis cette position-là, depuis ce moment-là? J'ai fermé tous mes cabinets d'ostéo, au lieu de les laisser mourir, tu vois? Parce que moi, je suis un peu j'ai un truc qui est pas bien, j'essaie de changer ça encore, hein. Je me dis que si je regarde pas, ça n'existe pas. Tu vois? C'est un peu c'est horrible. Tu vois ton compte en banque, bon, si tu regardes pas, tu as encore un peu de sous. Si je t'ouvre pas le courrier, ça va bien. Mais c'est n'importe quoi, hein. Mais des fois, j'ouvrais pas les lettres. Je me dis: «Vas-y, j'ouvre pas celle-là, je sais que c'est pas bien ce qu'il y a dedans. Si je l'ouvre pas, ça va». Mais il fallait l'ouvrir celle-là, tu vois? C'était un rappel de que je vais me faire expulser, parce qu'en fait, je répondais jamais justement. Ou si je réponds pas au téléphone, bah, ça va. Personne va me crier dessus, ça n'existe pas, donc je vis chez les bisounours. Sauf qu'à un moment donné, il y a tout qui explose. Et moi, j'étais en train de laisser mourir, j'étais en train de laisser mourir, bah, mes cabinets d'ostéo, je payais pas le loyer parce qu'en fait, je travaillais pas, mais j'ouvrais pas les courriers qui me disaient qu'il fallait que je paye. Heu, voilà, tout va bien, je vais à la plage. Je Ouais, vais m'entraîner, tu vois? ça, Et là, je me suis dit: «Bon, allez, OK, là, ça fait peur, il faut que tu appelles le propriétaire. Ça va très mal se passer, mais il faut le faire», tu vois? Et de là, j'ai, coupé ça déjà, j'ai arrêté ça, donc bah, arrêté de payer des trucs, parce qu'après tu vis dans un pays quand même où il y a des règles et à un moment donné, si tu ouvres pas ton courrier et que tu payes plus ton loyer, mais comme, tu ouvres pas le courrier, bon, bah, c'est pas grave. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Il faut être responsable et pas être un enfant. Donc je me suis dit: «Bon allez, j'ai pas 15 ans, j'ai je sais pas 25, je sais pas quel âge j'avais, 26 ans. Stop, ça va être compliqué mais on va le faire», tu vois? Donc j'ai arrêté ça, j'ai arrêté, ces business-là, en plus ça me plaisait pas. Je te l'ai dit tout à l'heure,
c'est quelque chose où j'étais pas bien. Donc, pourquoi je continue? En plus, je faisais n'importe quoi, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à prendre les décisions une par une. Ok, je suis pas contente d'être là, je vais arrêter de me plaindre. Parce que moi, j'étais exécrable à la fin dans mes coachings. J'étais horrible. En fait, j'avais pas envie d'être là. J'avais pas envie de coacher, j'avais pas envie d'être en France. Mais je partais pas. Ça, c'est typique. Les gens, ils se plaignent, mais ils font rien pour changer. Je l'ai fait, donc je peux en parler. Mais tu m'aurais vu. Enfin, c'était une catastrophe, quoi. Le mec, il arrivait en retard à 20h, je lui pourrissais la gueule. Mais sans. Voilà, j'étais horrible. J'étais horrible. Je coachais vraiment pas bien aussi. Parce que j'avais pas envie. Donc, à un moment, j'ai dit maintenant, j'arrête de faire subir des trucs aux gens aussi. Parce que c'est pas de leur faute. J'arrête de faire un truc que je fais pas bien parce que j'ai plus envie de le faire. Donc, au lieu de le faire quand même et pas bien, j'ai dit, je veux plus coacher des classes. Je parle. Je donne encore les séminaires parce que j'adore donner les séminaires. Venez à mes séminaires. Voilà, j'ai pris en fait des décisions, si tu veux. Donc, voilà, j'ai fermé les sociétés voilà, les trucs qu'il fallait que j'arrête. J'ai arrêté de coacher. J'ai dit, écoutez, je veux partir. J'ai dit à mes parents aussi, bon, je vais plus être ostéo. Alors, ma mère, elle n'a pas compris. Elle a eu hyper peur. Je sais pas, elle a voulu pleurer, tu vois. Mais tu vas faire quoi? Je sais pas. Tu vois, je sais pas, mais ça a bien se passer. Mhm. Et ça, c'est vrai que ça s'est très bien passé d'ailleurs. Mais voilà, quand j'ai tout coupé, je suis partie en Angleterre avec 500 € dans la poche. C'est quand même rien. Donc, j'avais pas de travail. J'avais 5 ou 6 clients en programme, donc ça ne me faisait pas gagner ma vie. Hein. Je t'explique, 5 ou 6 clients, c'est compliqué. J'avais 500 € de côté, ce qui n'est rien. Et, et j'avais une pote qui m'hébergeait. Enfin, je payais mon loyer, mais j'avais ma coloc qui était prête. Voilà. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je crois qu'il faut que je fasse ça. J'y vais. Et si ça va pas, enfin, mon père m'a dit, mon père il est toujours très, très sage. Il faudrait que je l'écoute plus. Il a dit en même temps, tu pars pas au bout du monde. Et puis, même si tu es au bout du monde, il y a quand même des avions. Tu changes pas de planète. Si ça se passe pas bien, tu rentres. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est l'Angleterre. C'est 100 balles de billets d'avion. À un moment donné, si ça marche pas, je vais pas. Je rentre. Tu peux demander de l'aide aussi. Ça, c'est un truc que moi, je fais pas. Mais ça, c'est important d'ailleurs. De parler et de demander de l'aide quand on sait pas et quand on a besoin d'aide. Tu penses que Ça t'évite. tu devrais le faire plus? Ouais, bon là, j'ai plus besoin d'aide. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai l'orgueil, je pense, l'ego, l'orgueil, ce que tu veux. Moi, je dis rien et je demande pas. Il y a des moments dans ma vie, mais où j'avais plus 1 € pour acheter à manger. Hein. Enfin, j'étais étudiante à Marseille. Je voulais pas le dire, tu vois. Et je préférais manger des tartelettes là, à 50 centimes, les tartelettes à la fraise que tout le monde connaît, à 50 centimes le paquet, que de dire à un pote ou à mes parents, mais s'ils savent ça, ils vont me défoncer, tu vois. Ils vont se dire, mais pourquoi t'as pas appelé? J'avais 18 ans. Et je préférais rien dire. Je dis, alors, je vais me débrouiller. Et j'ai mangé là, ces tartelettes pendant des semaines. Parce que j'avais même pas 1 €. Et ça, c'est débile. Ça, c'est débile parce qu'en fait, on n'est pas tout seul. Et ça sert à rien de penser que tu vas être meilleur que quelqu'un si tu te débrouilles tout seul. Ça, je ne l'avais pas compris. Voilà. Voilà. De l'aide. Bref, on s'est un peu éparpillé, mais enfin, bref. Pardon. Non, t'excuses pas. L'idée de se réveiller et de prendre conscience de la situation dans laquelle tu te trouves et des choses qu'il faut mettre en place ou qu'il faut faire et changer pour aller de l'avant. Une fois que tu te rends compte de ça en tant que personne, comment est-ce que, parce que je pense qu'en prenant conscience de ça, tu te rends compte qu'il y a des gens dans ton entourage, des gens qui sont proches de toi, que ce soit des amis, des collègues, qui peut-être sont dans cette même dynamique ou cette dynamique dans laquelle tu te trouvais avant. Comment est-ce qu'on peut communiquer ces choses-là sans rentrer droit dans l'art et leur dire vas-y, réveille-toi, il faut que tu te coupes les cheveux et il faut que tu changes tout. Comment est-ce qu'on peut peut-être aider les autres à prendre conscience de ces choses-là également? Alors, moi, je pense qu'il y a une honnêteté qu'on n'a pas. Déjà, bon, envers soi-même, hein, on l'a dit, mais envers les autres. Par exemple, quand quelqu'un a pris du poids, il n'y a personne qui lui dit.
parce qu'on n'a pas envie de le vexer. Mais à un moment donné, les choses, elles sont pas méchantes si c'est la vérité. Donc, c'est vrai, j'ai un ami qui dit: «Je vais pas m'excuser». Si tu t'excuses, c'est que tu as tort et tu aurais pas dû le dire. Donc si tu dis quelque chose, c'est que tu le penses, tu vas pas t'excuser et en plus, c'est la vérité. Donc moi, par exemple, j'aurais bien aimé qu'on me dise, quand j'ai pris 7 kilos que j'ai pas vu, je vais fermer les yeux, c'est pas vrai, mais il y a personne qui me l'a dit. Sans déconner, ça se voyait, tu vois? Et moi, en fait, je pense qu'il faut être honnête. Donc quand tu as un pote que tu vois bien qu'il est, au bout de sa vie, parce qu'en fait, tous les jours, tu l'entends se plaindre de, alors je vais dire un truc horrible, de sa femme, imagine, de sa femme. Pourquoi? Bon, c'est dur sa femme, s'il est marié, c'est chaud. Sa copine, sa copine. Il faut être honnête et dire à ton ami, bah, écoute, ça fait 1 an que je te connais et tu te plains tous les jours de ta copine et tu es de mauvaise humeur et ça te ruine la vie. Et ben en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage qui soit capable de le dire. Ben, cette personne, elle est peut-être pas faite pour toi et je pense que tu serais plus heureux si tu te séparais de cette personne. Et ça marche pour le boulot et tout ça parce qu'en fait, si tu veux, soi-même, on voit rien. Moi, je pense qu'on est dans notre truc et qu'on ne se rend pas forcément compte, déjà. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se réveiller, mais des fois, on ne sait même pas qu'on dort. En fait, on pense que c'est la fatalité et c'est comme ça. Mais je pense que tout le monde autour le voit. Moi, tout le monde a vu que je parlais trop mal aux gens et que j'étais tout le temps énervée dans mes coachings. Il n'y a personne qui m'a dit: «Hello, tu as poussé là. Tu pousses. C'est pas très bien ce que tu es en train de faire». Il n'y a personne qui l'a dit. Qu'est-ce qui nous manque dans, je vais dire la société, parce que je pense que Ouais, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui nous manque pour développer cette confiance et ces relations avec des… Encore une fois, c'est vrai que comme tu le dis, c'est des conversations très, très honnêtes qu'on ouais, devrait pouvoir avoir, surtout avec les gens c'est avec ça. qui on est très proche, mais au final, on le fait même pas. Qu'est-ce qui manque dans ce cadre-là? Pourquoi on le fait pas? Moi, je pense qu'on fuit le conflit tout le temps. Parce qu'en fait, tu sais que si tu dis à ta copine qu'elle a grossi, ça va pas être un bon moment. Tu vas t'embrouiller. Et je pense qu'on n'a pas envie. En fait, on préfère pas voir. Tu fermes les yeux, ça n'existe pas. Et je vais pas m'engueuler avec elle. Écoute, tu vois, la négativité, etc. Donc finalement, on dit juste rien. Comme ça, on évite. On Ça vient, évite le ça, souci. ça Tu vois, vient on évite repousser un à peu. plus tard entre guillemets, les problèmes. Tu parlais d'ouvrir les lettres Ouais, avant. Un truc que j'ai c'est ça, commencé hein. à faire récemment, c'est que quand je reçois une lettre et que je sais que c'est une facture, ben, plutôt que de la mettre dans la boîte et de dire ah putain, à la fin du mois, je sais pas ce qui va tomber, mais ça va tomber, eh ben, je l'ouvre tout de suite et je la T'arraches le regarde. pansement. Ouais, Je la, c'est ça. je la regarde et je la mets dans la boîte et oui, je la paye à la fin du mois, mais au moins je sais. Au moins je sais ce qu'il y Ouais, a c'est ça. et le plus dur est fait, quoi. Mais euh, donc on en revient toujours à repousser les problèmes Ouais. plutôt que de s'y atteler tout de suite, quoi. Après, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, moi, je pense, à l'école. On Mm. n'apprend pas à gérer les relations. On est assis et on écoute et on écrit et on lit. Enfin, mais il n'y a pas, tu vois, il faudrait des cours où tu parles avec tes petits camarades de classe. Non, mais bon, je rigole là, mais c'est vrai, en fait, il n'y a personne qui t'apprend à communiquer. On est dans un monde où on communique même pas de toute façon. C'est Ouais, pire qu'avant, moi, je pense, hein. Est-ce que tu passes beaucoup de temps au téléphone comparé au temps où tu écris un message? En fait, maintenant, on écrit un message, on commente une story Instagram, mais si tu veux, on communique plus du tout. On mhm. communique plus. En Ouais. fait, on va au facile. Facile, tu vois. Oh là. Et le problème, après, on en revient à ça avec les messages, c'est que tu enlèves tout l'aspect émotionnel et toutes les nuances que Ouais. tu peux apporter, même avec… et je pense que tous mes contacts me détestent pour ça. J'adore les messages vocaux. Donc, des fois, j'envoie un message à quelqu'un, puis après, je regarde mon téléphone, ça fait 7 minutes que je parle et je l'envoie. Comme ça leur fait Oh, et ils me détestent et j'en suis conscient, mais je le fais quand même parce que au final, c'est comme avoir une conversation, certes ouais. en différé, mais au moins tu peux vraiment communiquer beaucoup plus de choses en fait que c'est Ah oui.
c'est pas juste le contenu du message, il y a le contenant aussi, la façon dont il est communiqué, et ça, c'est extrêmement important. Mais comme tu l'as dit, on le perd dans tout ce qui est des échanges. Et encore, le vocal, c'est pas idéal. Idéalement, on se voit et on se parle en direct, mais encore, comme tu l'as dit, ça se fait de moins en moins, et surtout Ça. par les temps qui courent. Non, mais c'est vrai, ouais. En plus, on sort de quoi? On n'est pas sorti d'ailleurs, hein. Attention, moi, je suspense. Mais C'est bon, l'été, voilà, les gens ils sont dehors, tout va bien. c'est Attends l'été, octobre. tout va bien. Ouais, c'est ça, en fait. Oh, ouais, non, mais c'est vrai, ça a été, ça fait 1 an et demi que c'est la catastrophe et que ça va dans ce sens-là. Donc, en même temps, voilà. Mais c'est ça, en plus. Tu t'as pas vu, tu as été tout seul pendant hyper longtemps, tu vois pas beaucoup tes potes, et qu'en fait, quand tu vois ton pote, tu vas pas lui dire qu'il a une vie de merde. T'as pas envie, en fait. C'est horrible. Mais tu vois, donc en fait, tu préfères, bon, allez, c'est bon, on va aller boire une bière et s'amuser ce soir. Et c'est comme ça, en fait, très superficiel. Mais c'est le reflet, au final, de toute la société actuelle. Où on regarde des conneries à la télé parce que c'est superficiel, c'est très bien. Comme ça, tu caches. En fait, C'est t'évites de creuser. T'évites de creuser. c'est En le fait, on fast-food, creuse c'est le plus. fast-food émotionnel, quoi. C'est Ouais, c'est le fait ça. Très bon ouais. terme. C'est c'est le fait d'avoir un quick fix de ce côté-là, parce que c'est vrai que, et je veux dire, c'est peut-être pas populaire de parler de ces choses-là en 2021, mais enfin, ça fait 8 ans que je suis marié maintenant. Et pour moi, une relation que tu construis sur le long terme avec quelqu'un, ça a une valeur qui est incommensurable, surtout si tu t'y investis. Et Dieu sait que je l'ai pas réalisé tout de suite. Mais sur le long terme, tu as quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que juste l'interaction que tu as avec cette personne au jour le jour, et le fait de construire, le fait de traverser des moments difficiles, le fait d'avoir ces conversations difficiles, c'est ça qui apporte de la valeur à toute la relation en fait. Ouais, j'agris. Je voulais revenir sur ton livre. T'as vu? Euh, J'ai fait un mot français avec un mot anglais. Bref. J'agree. Oui, 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 oui. Mais je me demandais d'ailleurs si c'était un mot en français parce que je l'avais jamais entendu, mais du coup, non. Parce que mon cerveau, il mélange aussi des fois. Donc, écoute, je suis content que tu sois là En avec fait, moi. c'est ce genre de vanne. Enfin, je parle pas beaucoup français en fait dans mes journées, Mhm, du mhm. coup, parce que mes business partners ils sont anglais. Je suis aux États-Unis. Enfin bref, et du coup, ouais, je m'invente des mots. J'ai l'air con, hein. Du coup, je comprends Jean-Claude Van Damme des fois. C'est bien. Bah, écoute, je suis dans le même bain que toi, Voilà. et ça a dû me prendre, je pense que ça a dû me prendre 1 an, en tout cas 1 an pour apprendre à parler après mes 7 ans au Canada quand je suis revenu. Hmm, À reparler français, parce que c'est vrai que je parlais très très peu français au quotidien et j'ai perdu plein de vocabulaire. Et tout le ouais. vocabulaire de coaching que j'avais appris au Canada, je ne le connaissais pas du tout, donc Ah oui. ça servait vraiment à rien. Et encore aujourd'hui, il y a des fois c'est difficile. Donc pour tous ceux qui m'écoutent parler, des fois, si vous faites un peu comme ça, c'est normal. Ça pêche encore un peu, mais hello, on y travaille et ça va le faire. On y travaille. C'est ça. Je voulais revenir sur ton bouquin, Hello, Mhm. et parler un petit peu des sujets qui, à ton avis, manquent, que ce soit dans les conversations de tous les jours ou dans la littérature ou dans les livres ou dans les informations disponibles par rapport à ce côté entraînement au féminin, donc tout l'aspect qui est propre aux femmes dans le monde du développement, de l'entraînement, du fitness, etc. Ouais. Alors déjà, il existe un tas de livres sur l'entraînement général. Il y a de très très bons bouquins analytiques, j'appelle ça analytique, donc c'est-à-dire que si tu as envie d'apprendre un peu les bases physiologiques de la prépa physique ou de l'entraînement, tu vas trouver ça hyper facilement. Il y a des tonnes de bouquins, plus ou moins bien. Oh non, mais après, en fait, en gros, qu'est-ce qui va différencier un homme d'une femme sur le côté training ou athlète? Ben, ça, déjà, il n'y a pas beaucoup d'infos. Donc, il faut vraiment que le sujet t'intéresse et que tu fasses toi-même ta recherche si tu as envie de trouver des infos là-dessus. Et en fait, la seule différence, déjà, la première grosse différence, c'est que c'est culturel. C'est que pendant des milliers d'années, les femmes, elles n'ont pas fait de sport. Elles n'avaient pas le droit de faire de sport. Donc, on a un énorme retard. Donc, ça, c'est hyper important déjà de comprendre Mhm. qu'il y a un retard monstre entre l'homme et la femme au niveau de la
performance et de la culture de l'entraînement. Il faut savoir que tous les sports ont été créés pour les hommes et qu'après, on a autorisé les femmes à le pratiquer. En fait, on a toléré la pratique féminine. C'est vraiment dans les textes, quand tu lis, c'était toléré. Par contre, c'était pas du tout autorisé de faire de la compétition. Et ça, c'est un truc, ça, c'est un truc de ouf que moi, je savais pas. Hein. Je savais pas du tout à ce point-là. Et j'ai appris un super truc sur le CrossFit, j'en parle après. Bref, donc là, c'est vraiment la plus grosse des différences. Parce que si tu t'intéresses un peu à l'histoire, tu trouveras des dessins dans l'Égypte antique où il y a des dessins de femmes qui faisaient du sandbag, qui soulevaient des trucs. C'était vraiment, c'était leur outil de travail. Hein. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas l'équipement moderne, tu vois. Ils avaient des sacs de sable et ils faisaient du sport avec ça. Et en fait, tu as des traces. Donc, en fait, il y a des femmes qui pratiquaient. Par contre, tu te rends compte en faisant un peu plus de recherche qu'on les laissait faire. Voilà. Mais par contre, si tu as envie de vraiment jouer et de faire de la compétition, parce que la compétition, c'est venu très tôt dans tous les pays, ça, tu n'as pas le droit. Ça, c'est pas possible. Tu vois, les premiers Jeux Olympiques, ah non. D'ailleurs, s'il y a une femme qui est tentée, parce qu'elles ont tenté, hein, elles étaient jetées de la falaise. Bon, en fait, elles allaient mourir. Donc, en fait, sentence létale, tu vois. Ça, c'est un truc incroyable. Donc, voilà. Ça, faut comprendre ça. Donc, on part de beaucoup plus loin. De beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, on n'a pas autant de recul, en fait, si tu veux. Pas autant de recul. Ouais. Au niveau compétitif, en tout cas, par exemple, aux Jeux Olympiques, puisque là, tout le monde parle des JO, en haltéro notamment, les femmes, elles ont été autorisées à faire de l'haltérophilie en 2000. Sachant que l'haltérophilie, c'est le sport le plus ancien avec la course à pied aux premiers Jeux Olympiques à Athènes. Les anciens Jeux Olympiques, il y avait l'haltérophilie, il y avait de la course et il y avait, je crois qu'ils faisaient du tir à l'arc, des choses comme ça. Tu vois, et donc, c'est un des sports les plus anciens et il a fallu attendre, je ne sais pas, 2000 ans pour avoir une catégorie féminine. Ça, je trouve ça incroyable. Du coup, ça fait que 20 ans qu'aux Jeux Olympiques, les femmes, elles ont une catégorie en haltérophilie. Donc ça, tu vois, c'est dingue. Hein. Et c'est incroyable. Si on prend les sports où peut-être il y a eu une pratique féminine plus en amont, tu parlais du fait que, bah oui, comme tu l'as dit, c'est le temps de développement n'a pas été le même pour l'aspect compétitif côté féminin. Quels sont les aspects qui, à ton avis, ont le plus de retard, si on peut parler comme ça, dans le développement de la femme dans un contexte féminin? Du coup, on fait les études plus tard. Tu vois, on est en train de réfléchir maintenant à la différence entre un homme et une femme au niveau du training. Donc, c'est tout récent. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de faire ça actuellement. Mais il y a tout un côté émotionnel qu'en fait, on n'avait pas avec l'homme. En fait, personne parle d'un support émotionnel dans l'entraînement. Enfin, tout le monde s'en fout. Le coach, dans n'importe quel sport, il va coacher son athlète. Il ne va pas se dire qu'il y a peut-être une composante émotionnelle chez un homme. Donc, en fait, il y a ça, par contre, chez une femme. Clairement. Après, on a toute une physiologie qui est différente et du coup, une cartographie des blessures possibles différente aussi. Une anatomie différente. Donc, pareil, il faut revoir certaines choses. Un truc tout con que tout le monde s'en fout, hein, mais il y a un cycle menstruel. Et finalement, l'entraînement, il ne peut pas être pareil, cyclé et périodisé de la même façon qu'un homme. Ce n'est pas possible, puisqu'il y a des variations hormonales, etc. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Et du coup, toutes ces hormones, oui, déjà, je n'ai même pas dit hormones depuis tout à l'heure, mais ça aurait dû être le premier truc que j'aurais dû dire. C'est que on n'a pas le même système hormonal. On n'a pas le même taux de testostérone. Il y a les oestrogènes qui rentrent en compte. Le taux d'oestrogène change la qualité tendineuse, la structure. On n'a pas la même structure osseuse aussi. Donc, niveau blessure, en tout cas, et niveau du coup prépa physique pour éviter ces blessures, il y a plein de choses à faire différemment chez un homme et chez une femme.
Et comme j'ai dit que le sport compétitif est arrivé beaucoup plus tard chez les femmes, on n'a pas encore, si tu veux, on est en train maintenant, là actuellement, moi je pense que c'est vraiment là depuis quelques années, peut-être 3 4 ans, en train d'écrire sur le sujet. Mais il n'y a pas beaucoup de trucs en fait, parce Mhm. que c'est trop nouveau. Tu sais très bien qu'on est lent, on est lent hein, à créer des choses, à rechercher, à faire des études. Donc là, c'est trop récent. Mais il y a plein de trucs, ouais. Attends, il y a un truc là que je voulais dire sur. Merde. Pendant que tu, Ouais, sur les. Ouais, pendant- faut que je réfléchisse. Je je te, t'écoute. je te laisse réfléchir. J'ai du coup déjà enregistré, mais ça sortira juste après ton podcast, une conversation avec Mathilde Heinrich, si je ne me trompe pas sur son nom de famille, et qui parle notamment du cycle menstruel, de son importance déjà pour la femme au sens large, parce que ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de naturel, et son importance, comme tu as dit, dans l'entraînement, et d'en prendre conscience, et ensuite de potentiellement l'utiliser comme un paramètre d'entraînement, vraiment, parce que ça fait Oui, oui, partie de c'est toi. ça. Et si tu veux optimiser ton développement, il faut que tu penses à la façon dont ton corps fonctionne à l'intérieur. Et ça en fait partie. Mais encore une fois, c'est un sujet qui est tabou. On n'en parle pas, à mon avis, assez. Je veux dire, et je comprends que ce soit un sujet qui soit sensible. On touche à une partie qui est intime. Mais en même temps, si on veut se prétendre coach et qu'on travaille avec des femmes d'une manière ou d'une autre, Ouais. c'est quelque chose qu'il faut connaître. C'est pas quelque chose qu'on peut juste dire ah non, bah, en fait c'est le problème des femmes, elles se démerdent et puis il faut qu'elles bossent C'est dessus de leur ça. côté. Non, on doit en prendre conscience. Donc Ouais. autant les coachs femmes que hommes doivent savoir au moins connaître les bases, pouvoir orienter ces athlètes, ces clientes, le cas échéant. Voir simplement avoir une personne de référence et dire bah, écoute, là on sait qu'il y a un souci ou là faut qu'on aille un peu plus loin, mais c'est pas mon domaine de compétence, donc je te Ouais. réfère vers quelqu'un d'autre. Mais c'est quelque chose à mon avis, on ne fait pas assez en tout cas. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. Déjà, il n'y a pas beaucoup de coachs féminins aussi. Mhm, Il y a beaucoup moins, c'est-à-dire il n'y a pas mhm, beaucoup moins de coachs féminins. Mais il y a qu'à voir dans le CrossFit, puisque finalement, on est quand même plus dans ce milieu-là. Euh, Surtout que les gens qui vont écouter, à mon avis, on a plus de pratiquants de CrossFit que de pratiquants de javelot. Hein. Euh, il y a pas beaucoup de coachs féminins. Hein, non. Ouais. Et pourtant, voilà, il y a beaucoup de différences, encore une fois, entre l'homme et la femme, dont moi, je fais beaucoup de programmation. Quand je dis que je coach à distance, mais du coup, je programme déjà, c'est vraiment ma base. J'ai le programme selon l'objectif. Et de là, oui, j'ai le coaching où je demande des vidéos, on s'appelle, je vois, etc. Et je contrôle que tout va bien. Pour ça mhm. que d'ailleurs, je ne prends pas de débutant parce que je pense qu'un débutant, il a besoin de présentiel. Et moi, je ne peux pas faire ça et j'ai pas plus du tout envie de faire ça. Voilà, bref. Donc, du niveau un peu plus élevé, bref. Et donc, dans la programmation, c'est déjà différent entre un homme et une femme. Parce que génétiquement, une femme, elle aura moins de force dans le haut du corps, de fibres musculaires plus petites, différentes. Euh, Parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, on n'a pas besoin de notre haut du corps. Une femme, elle a besoin, donc, pour subvenir à tout ce système, euh, comment dire, en fait, par rapport à la naissance et au fait de d'être enceinte, tout le phénomène de gestation, Mhm. on a voilà toute une physiologie du bassin et une physiologie musculaire qui est complètement différente. Mais du coup, dans le haut du corps, on n'a pas besoin de faire des tractions. Mhm. Donc en fait, une fille, d'ailleurs ça se voit si quand tu es coach de CrossFit, que tu as 2 séances d'essai, tu as un mec qui fait pas de sport et une fille qui fait pas de sport. La fille, elle fera pas de traction. Il y a une fille sur 1000 qui sait faire les pull-ups. Tu sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'elle a joué dans les arbres quand elle était petite et elle sait faire les tractions. Mais il y en a pas beaucoup. Alors Mhm. qu'un mec, il y en a 1 sur 100 qui peut pas le faire. Généralement, tous les gars peuvent faire une traction stricte. Et ça, et du coup, de la gymnastique est très compliqué pour les femmes Mhm. qui n'ont pas de passé, attention, qui n'ont pas ce passé sportif de gymnaste. Ça, c'est sûr, parce qu'après, tu as toujours ça dépend ce que tu as fait avant, mais en tout cas, physiologiquement, anatomiquement, il y a un truc à faire Mhm. différent. Et c'est pour ça que nous, chez Warrior Programming, par exemple, on a un entraînement pour les femmes. On a une prog Women's Training. Alors, en soi, ça reste compétitif, comme notre programme de compétiteur. Mais il y a des notions, en fait, il y a des trucs en plus. Il y a des trucs Mhm. en plus. Déjà, tout con.
Une femme, c'est plus flexible ligamentairement parlant. Moi, je suis un putain de bout de bois. Je touche pas par terre. C'est une catastrophe, tu vois. Mais je sais pas. Mais une femme est hyper laxe comparée à un homme. Mhm. Et hormonalement, c'est comme ça. Ton tendon, il est plus laxe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en haltéro, les coachs ont été hyper contents quand les femmes se sont mises à l'haltérophilie au final. Plus tard que les hommes, du coup. Mais ils se sont dit, ah, c'est cool à coacher parce que finalement, la position du snatch, elle est elle est mieux, tu vois. Elle est mieux, c'est plus facile, j'ai pas ce paramètre de rigidité. Mhm. Et ouais, mais ça encore, c'est quelque chose. Et du coup, selon ton sport, c'est quelque chose qu'on veut pas. Tu vois, en CrossFit, une fille qui a les coudes hyperlaxes, on n'a pas trop envie qu'elle. Il va falloir faire quelque chose autour. Il va falloir faire pas mal de renfort parce que j'ai pas envie qu'elle se blesse. Mhm. Voilà. Donc, il y a plein de choses à voir. Donc, il faut coacher en accord avec ça Au-delà et de la, programmer en accord avec ça. au-delà de la compétition au féminin, quels autres sujets tu abordes ou vous abordez dans le livre qui, à ton avis, demandent plus d'attention? On aborde le côté physique. On aborde deux choses. Du coup, si on parle des deux, c'est cool. Physique et aussi ce qu'on dit aux États-Unis, enfin, en anglais, le capability, Mhm. la capacité à pouvoir faire des choses avec le corps que tu as. Ça, c'est gros morceau. Et l'autre morceau, du coup, bah oui, évidemment, c'est ton aspect physique. Parce qu'à un moment donné, il faut être honnête, quand tu fais tout ce qui est sport dérivé de fitness et de muscu, même si le crossfit c'est compétitif, à un moment donné, 90% des gens qui poussent les portes d'une box de crossfit, ils veulent être mieux dans leur peau, peut-être plus musclé pour un mec, peut-être plus mince pour une fille, j'en sais rien, mais bref, il y a quand même une volonté de ressembler à quelque chose. Ça, ce serait hypocrite, je pense, de dire que tu fais du crossfit que pour faire des thrusters ou pour faire un chrono à Murph. Ça, enfin, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me dit ça et qui est honnête. Je pense pas. Tu vois, je pense pas. Il y a quand même un paramètre. Et je pense que c'est un paramètre qui est sous-coté. Et je pense qu'il Oui, a une mauvaise réputation, qu'on se dit, ah, mais si tu fais quelque chose parce que tu as envie comme on dit en anglais, look good naked, ouais, si tu fais quelque chose pour ça, ben, c'est vaniteux, c'est pas bien. c'est ça. À mon avis, si, enfin, je veux dire, c'est incontestable que de se sentir bien dans sa peau, ça va avoir une répercussion positive sur ton mindset, sur la Ah façon oui, dont tu te vois, la façon dont tu te parles. Et quand on parle d'optimisation de soi, ben ça va de soi, en fait, que ça va bien de sûr, pair. Et donc, pourquoi se priver d'un développement esthétique qui c'est ça. va nous aider à nous sentir mieux et faire en sorte que ben, ça nous fait plaisir d'aller à la plage, à la piscine Voilà. je veux dire, c'est quand même quelque chose d'important. Mais c'est pour ça que Marcus Philly gagne beaucoup d'argent. Parce que Marcus Philly, il s'est dit, tiens, moi, bon, j'ai fait les games, cool, je pense que j'ai envie de faire autre chose. Et le gars, quand même, il est quand même incroyable, quoi, parce qu'il a lancé un truc, finalement, en fait, il a donné un nouveau nom à un truc qui existait déjà. Ah, il n'a pas Le mec, il réinventé la s'est roue. dit, je fais du functional bodybuilding, je vais tout filmer correctement avec des. Alors, truc tout con, mais moi, j'adore ce qu'il fait. Et en fait, il le fait tellement bien que toutes les, toutes les vidéos que je donne à mes athlètes, quand je veux être sûr qu'ils vont faire le bon mouvement, tu peux être sûr, c'est marqué suivi à chaque fois. Parce qu'en fait, il le fait bien. Le Ouais. gars, il bouge parfaitement. Du coup, il n'est pas blessé parce qu'il fait que du renfort de toute façon. Et en fait, bah, il s'est dit, bah, franchement, je vais être honnête. Et oui, les gens, ils veulent être bien, se sentir bien et être beau et pas avoir mal partout. Je vais faire ça, on va voir. Et en fait, mais qui ne connaît pas maintenant? C'est devenu un incontournable en fait. Et il y a des Et gens qui font que ça. Hein. Il y a des gens sur sa prog qui font que ça. est-ce que tu penses que c'est un stigma un petit peu plus développé côté féminin, cette idée de se développer de manière esthétique, en plus de tout le reste, bien sûr, mais est-ce que c'est mal vu de se dire, ben, je vais à la salle pour être plus belle ou pour être, ou pour peut-être pas directement sur le côté de la beauté, mais voilà, pour me développer physiquement, est-ce que c'est quelque chose qui est encore un petit peu tabou? Moi, je pense que maintenant, non. Je pense que
c'est devenu plutôt normal au final, hein. Par contre, ce qui est moins normal, c'est, si tu veux, plus de masse musculaire, si tu veux être plus, tu vois? Plus, 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 plus. Mmh. Ça, c'est encore un peu plus compliqué, mais une fille qui va faire du sport, pour se sentir mieux et être bien à la plage, ça, c'est devenu commun, hein. Mmh. D'ailleurs, moi, j'ai un de mes programmes, nutrition qui s'appelle, Bikini Ready parce que je trouvais ça cool comme nom, Ça Bikini sonne Ready. bien, Bon ça alors sonne bien. attention, j'ai eu des messages, oh là là là, des messages de gens, outrés d'appeler ça comme ça. Et si, ah bon, et si moi je vais aller à la plage, j'ai pas besoin d'être skinny. Les gens, ils ont rien compris, tu vois. C'était un peu d'humour, et en fait, c'était un peu d'honnêteté aussi. Je suis Mmh mh. désolée, Mmh. mais si on parle à des filles ouvertement, il y a des gens qui refusent des choses parce qu'ils se sentent pas à l'aise, d'être en maillot de bain. Moi, j'ai un ami qui a écrit un texte là-dessus. Quand il était plus petit, il est mexicain, il était en gros surpoids. Et en fait, il avait toujours une excuse pour pas aller au parc aquatique avec l'école ou pour pas faire natation. Et ça, il y en a tout le temps. Mmh. Donc, en fait, bon, l'autre qui m'est tombé dessus parce que j'ai appelé mon programme Bikini Ready, j'ai envie de dire, bon, laisse-moi tranquille, c'est pas grave, il y a des gens pas contents, mais dans le fond, c'est un peu vrai, quoi. Mmh. C'est un peu vrai. Ouais, ouais. Quel, heu, quel sujet te tiennent à cœur ces jours-ci? Moi, mon gros sujet vraiment que j'aime bien, c'est d'être capable de faire des choses avec ton corps et du coup, tu t'es entraîné, certes, dans n'importe quel sport, mais tu es capable de faire des trucs en dehors. D'ailleurs, je crois que c'était un peu un principe du CrossFit à la base, de de faire du CrossFit dans ta salle pour profiter outside the box, blablabla. Mmh. Il y a tout le monde qui a oublié ça, je pense. Clairement, tu sais, les gens maintenant, ils veulent être, les plus forts de leur salle. Bon, j'en ai parlé trop de fois dans des podcasts, je vais pas y aller là-dedans, mais c'est vrai, on oublie qu'il y a des trucs trop cool à faire. Donc, dans mon bouquin, en tout cas, c'est un truc dont on parle et dont on va parler encore plus en continuant à bosser dessus, tu vois. Euh, c'est d'être capable de faire. Moi, j'ai une histoire toute bête. Il y a 1 an et demi, je suis venue ici à Salt Lake City. Je suis allée dans un des canyons, parce que c'est hyper beau ici, tu as beaucoup de canyons. Je sais pas si les gens sont allés aux États-Unis, en tout cas Utah, Nevada, enfin c'est fantastique. Et en fait, un truc incroyable, il faut savoir que tu peux visiter tous les canyons de ta voiture. Alors ça, c'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça incroyable. Toujours plus, quoi, tu vois. Donc en fait, les gens, ils te disent qu'ils vont à Bryce Canyon, là, mais en fait, pas du tout. Ils ont conduit sur la route, ils l'ont vu, tu as des points photos, alors génial. Tu sors de la voiture, c'est un truc de dingue. Et tu prends la photo du canyon. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le canyon. En vrai, tu vas dedans. Il y a des randonnées incroyables. Mmh. Alors, par contre, il faut descendre et surtout, après, il faut remonter. Et en fait, t'as plein de randonnées, tu as plein de trucs trop cool à faire. Et moi, quand j'ai fait ça, donc on s'est garé. Donc, le cliché horrible, mais il y avait tous les Américains en surpoids en haut. Vraiment. Et en fait, c'est même plus un cliché, quoi. Quand tu le vois, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est vrai. Tu te dis, waouh, c'est dur, hein. Ok. Descendre du canyon. Et en fait, il y a de moins en moins de monde. Tu descends, il n'y a plus personne. Et on a fait une rando à l'époque avec un pote. On a fait un truc de 2-3 heures, pas ouf, hein. On a croisé 0 personne. En fait, les gens, ils sont juste pas capables de marcher. Ils sont pas capables de faire une simple randonnée. Ils peuvent juste conduire en voiture, prendre la photo d'en haut, dire qu'ils ont été dans le canyon, et voilà. Et en fait, ça, je trouve ça dramatique. Si tu plus capable de faire des activités, horrible. Et ça, c'était une randonnée. Donc, on parle d'une base, sans basique, tu vois. Tu peux pas faire ça. Ça, c'est horrible. Et donc, nous, on a poussé plus loin, évidemment, dans le bouquin, être capable de faire des trucs extraordinaires. Euh, tu vois, moi, quand tout le monde me dit que je suis une powerlifteuse, parce que bah, morphologiquement, j'étais plus prédestinée à soulever une barre au deadlift qu'à courir un marathon. Mais j'ai déjà couru un marathon, tu vois. Je me dis, bah, tiens, je vais le faire. C'était horrible. Mais en fait, je me dis que j'ai quand même fait du crossfit toutes ces années. Bah, je pense que je suis capable de faire d'autres choses. Du coup, je fais faire le Mont Blanc. Bah, j'ai pu faire le Mont Blanc. Aller-retour toute seule, sans les pauses, enfin un truc en 16 heures et pas du tout enfin, c'était une catastrophe. Je l'ai fait, hein. Mais
C'est pour dire qu'en fait, tu t'entraînes pour faire des trucs. Et quand tu es capable de monter une montagne, tu te dis: «Ah, c'est cool quand même parce que je me suis entraîné pour ça, finalement». Et ça marche, pour trop de choses. Tu peux faire, en fait, si tu fais vraiment si tu t'entraînes, du crossfit, hein, je dis toujours crossfit, mais c'est simple pour les gens dans la tête des gens, heu, tu peux faire des trucs, super cool le week-end. Du paddle, c'est facile. Tu vois, moi, je fais du kitesurf, du parapente, des trucs comme ça. C'est quand tu as pas de conditions physiques, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup Mhm. plus compliqué. Donc en fait, ouais, on a vraiment, développé le sujet où on va s'entraîner pour être capable de faire des choses, hem, en dehors et aussi être capable de changer aussi mentalement comme on a parlé au tout début. Mhm. Ça, c'est un truc important. Ouais, et ça, c'est comme tu Ça l'as entraîne dit, aussi ton esprit, tu vois? pour ceux qui ont commencé le CrossFit peut-être plus récemment, allez relire les articles originaux, le CrossFit Journal number one, number two, parce que c'était vraiment ça à la base. Hein, c'était quelle est la dose minimum effective pour progresser en ayant cette base de travail monostructurel, travail gymnique, travail d'haltérophilie, un petit Mmh. mélange des trois, et ensuite mets à profit toutes ces compétences que tu as développées dans la salle, va explorer d'autres activités, va jouer, va faire des sports. Euh, mais alors Ouais, voilà, chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quand même intéressant de pouvoir mettre je dis mettre à profit, mais c'est pas le bon terme en français, c'est vraiment d'utiliser, comme tu as dit, d'utiliser ce que tu as ouais, développé dans c'est ça, un contexte qui est autre, et tu retrouves cette transférabilité, cet aspect transversal du développement physique qui te permet de faire plein d'autres trucs autres que juste te donner à la salle, quoi. c'est ça. Et en fait, chez les hommes, c'est quand même plus fréquent, que tu aies des mecs, qui partent en rando le week-end ou qui vont faire, du quad, tout con, que des femmes. Et du coup, dans le bouquin sur les femmes, on a vraiment axé sur, ouais, ben, en fait, nous aussi, on peut faire des trucs cool. Tu vois, tu peux aller faire de l'escalade parce que tu sais faire les tractions, tu t'entraînes tout le temps, tu es bien, tu es en forme, tu peux faire autant d'activités que les gars. Il y a pas de différence de sexe normalement là-dedans et pourtant il y en a. Mhm. Pourtant il y en a. À Dubaï avec Célia, on a fait du quad, du jet ski, de la motocross dans le désert, enfin, c'était incroyable et il y a pas beaucoup de femmes qui font Mhm. ça. C'est un truc de mec, tu vois? Genre, bah non, c'est pas un truc de mec en fait. Puisque tu peux, fais-le, essaye. Et c'était hyper cool, hyper Mhm. cool. Dans la Voilà. continuité de cette conversation-là, et un sujet qui est un petit peu sensible ces jours-ci, c'est celui des athlètes transgenres. Donc, on a parlé d'haltérophilie, on a parlé de la discipline qui est très très jeune pour les femmes, donc qui a Ouais, 20 ans à peine. c'est ça. Et on se retrouve maintenant dans une situation euh, où il y a potentiellement des personnes qui étaient des hommes ou se sont T'as développés dit des pendant personnes. des personnes Pardon, qui se sont... Non, 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 vas-y, des des personnes qui se personnes. sont développées, qui ont une période de développement de, je ne sais pas, 20, 30 ans en tant qu'homme, avec C'est ça, les hormones d'un homme, avec tous exactement. les avantages que ça peut avoir, et qui ensuite, de leur propre choix, de mon côté, je les respecte pour ça, décident de faire une transition vers l'autre sexe. Et maintenant, là où je pense que ça coince un petit peu, c'est le fait que ces personnes-là vont se retrouver en compétition face à des femmes. Ouais. Certes, on peut décider de se présenter comme on veut dans le monde. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je respecte. Mais quand on a un aspect physique et qui va compétitif, donc dans ce cadre-là, par exemple dans l'haltérophilie, c'est quelque chose qui peut poser quelques soucis. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Ah, j'en pense beaucoup de choses. Euh, Comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est bien, on est reparti sur la base. Les femmes, elles se sont battues pour avoir le droit. Mhm. Attention, je suis pas du tout féministe là. Je vois venir les gens là. Je déteste ce genre de personnes féministes hystériques, qu'on soit clair. Donc c'est pas ça que je suis en train de faire du tout. Mais de par mes recherches, en tout cas, je me suis rendu compte que les femmes ont dû se battre pour pouvoir être en compétition
entre elles, hein, mais pouvoir déjà pratiquer pour le plaisir et aller en compétition. C'est quand même incroyable qu'il ait fallu autant d'années voilà, pour faire ça. Bref, donc ça fait 20 ans qu'on peut faire de l'haltérophilie aux Jeux Olympiques. Génial. Donc on a eu tout ce process d'essayer voilà, de se battre, de créer des fédérations. Il y a eu plein de trucs entre-temps. Hein. J'en ai pas parlé, mais il y a eu des femmes qui ont créé des ligues pour pouvoir faire de la compète entre elles. Enfin, ça a été très compliqué, très long dans tous les pays du monde, que ce soit en Égypte, en Grèce, etc. Bref, on y arrive, on est là, ça fait à peine 20 ans, donc c'était hier, en gros, c'était hier. Et là, eh ben en fait, on va mettre des hommes, moi clairement je vais dire comme ça, on va mettre des hommes dans des catégories de femmes. Alors en fait, il reste quoi? Tu vois? Parce que les femmes, elles se sont battues pour avoir le droit de faire la compète. Elles sont là, elles font de la compète. Il y a tout un truc, hein. Il y a un tableau de record, il y a des choses, il y a toute une culture. Et en fait, là, on arrête tout. Ça suffit. Et tiens, quoi? Le mec, maintenant, c'est une femme, donc il peut venir aussi. Mais en fait, non, parce qu'en fait, c'est pas une femme. En fait, c'est un homme. Tu vois, c'est simple. Quand tu nais, il y a des chromosomes. C'est de la biologie, la science, ce que tu veux. Il y a XX, XY, c'est pas pareil. Et en fonction de ça, tu as des qualités différentes, une anatomie différente. On en a parlé tout à l'heure, des différences monumentales en fait en termes de physiologie, en termes de, on n'a même pas dit ça, mais en termes de pourcentage de force, de pourcentage de quantité de fibres musculaires et de taille. Les leviers aussi, le levier d'un homme, c'est pas du tout le même que le mien, quoi. Enfin, il faut pas être trop intelligent et avoir fait trop de physique pour comprendre que la force et la puissance, ça va pas se développer pareil, selon ta structure osseuse, ta structure cartilagineuse et tes bras de levier, quoi. C'est pas possible. Sans parler des hormones dont on a parlé. D'ailleurs, les hormones, les gens vont te dire ça. Oui, mais ils ont arrêté la production de testostérone, blablabla, et ils prennent des oestrogènes. Et en fait, le taux de testostérone est légalement, tu sais, dans les normes autorisées. Donc, en fait, il n'y a pas de souci. Il peut être, cette personne peut aller dans la catégorie des femmes puisqu'elle n'a pas autant de testostérone qu'un homme. Mais en fait, on n'a pas le passé sportif, on en parle ou pas? C'est de ouf, quoi. Ça, c'est comme si le mec, il se dope. C'est un mec qui se dope pendant 30 ans, il arrête et il dit ouais, c'est bon, moi je suis pas dopé depuis 2 ans, je peux bien faire de la compète. Non, parce qu'en fait, tout ce qu'il a fait avant se répercute dans ce qu'il peut faire maintenant. Donc, c'est ce gars-là, Lorraine Hubbard, qui fait les Jeux Olympiques, il a 43 ans en plus. Donc, le mec a pas 20 ans. Donc, ça fait, je ne sais pas, 40 ans peut-être, je ne sais pas quand est-ce que la transition a eu lieu. Mais cette personne, en tout cas, a vécu en tant qu'homme, s'est entraîné comme un homme, ça c'est important aussi. Hein. La charge d'entraînement, le volume, et puis là, d'un coup, on l'autorise à aller aux Jeux Olympiques, enfin les Jeux Olympiques, dans la catégorie des femmes. Alors, il va se passer quoi? Il va prendre les records? Enfin, du coup, les records féminins, ils veulent plus rien dire en fait. Alors là, on a vu ça en weightlifting, mais il y a eu beaucoup plus grave il y a quelques mois. Il y a eu un combat UFC avec ce gars là qui a fendu le crâne, qui a fracturé un crâne dans un combat féminin. Alors, si là, on me dit que c'est normal, alors je ne sais plus, tu vois. Et d'ailleurs, cette femme qui s'est fait péter le crâne a dit qu'elle n'avait jamais senti une telle puissance dans aucun de ses combats de toute sa carrière et elle était certaine que en fait, cette personne n'est pas une femme, quoi. C'est possible. C'est pas possible. Et il y avait Joe Rogan à ce moment-là. Joe Rogan, je pense que les gens connaissent, il avait pété un plomb. Il avait fait scandale et il avait carrément dit, écoutez, à un moment donné, il avait parlé vraiment très cru. Hein, cette personne est née avec quelque chose. Donc il avait dit ça. Et en fait, je m'en fous qu'elle ne l'ait plus par opération, blablabla. À un moment donné, tu es né comme ça. Donc en fait, tu es un homme. Donc, peu importe ce que tu as fait après, tu n'as pas les caractéristiques féminines et ce n'est absolument pas juste. Mais c'est absolument pas juste en fait pour les femmes
d'avoir cette introduction dans leur catégorie. Et moi, j'aimerais bien que quelqu'un me réponde, quoi, et vienne me dire, m'appelle et me donne des arguments, franchement, des arguments en faveur d'une parité, d'une justice. Oui, c'est complètement juste pour tout le monde. Ce qui se passe, c'est absolument pas juste pour une femme d'avoir un homme dans sa catégorie. C'est enfin impossible. Ouais, Impossible. Il n'y a pas d'argument, c'est pas possible. et je me rappelle très très bien du bout du podcast avec Joe Rogan que tu as mentionné. D'ailleurs, allez le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Et il le disait clairement. Si j'essaie de me rappeler de ces mots, il disait les gens ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée, mais dès le moment où tu vas rentrer dans une cage et tu vas taper sur quelqu'un, là tu entres dans mon domaine à moi, donc Joe Rogan, son domaine à lui, et c'est pas correct d'avoir quelqu'un qui s'est développé pendant des années avec des hormones d'un homme, avec, comme tu as dit, les charges d'entraînement que tu peux tolérer qui sont complètement différentes, Oui, le potentiel de production de force, la différence de masse musculaire sur le haut du corps, toutes les choses qu'on a revues aujourd'hui, et ensuite rentrer en compétition avec des femmes. J'en parlais avec une amie il y a quelques années, quand j'étais encore à Vancouver, dans le cadre du rugby. Et il y avait ce même cas, ben voilà, ce n'était pas au niveau professionnel, c'était au niveau amateur. Et autant, et je pense que c'est une situation qui est compliquée et ça demande de la nuance et ça demande des pincettes parce qu'encore une fois, on parle d'un choix que quelqu'un a fait, un choix qui, à mon avis, peut se respecter dans la sphère privée et devrait se respecter. ah oui, Mais dès le ah, moment où, totalement, encore une fois, totalement. il y a un impact sur un aspect compétitif, et encore une fois, on parle de, comme tu l'as dit, vous vous êtes battus, les femmes ont dû se battre pendant très longtemps pour avoir accès à certaines disciplines sportives, pouvoir les pratiquer, avoir même assez de personnes, par exemple des équipes féminines en rugby, tu as beaucoup moins C'est vrai, en termes de nombre, en termes de participants, en termes d'athlètes, tu en as beaucoup moins que des hommes. Donc les clubs, c'est plus difficile, il faut commencer avec une équipe à 7 parce que tu n'as pas assez pour faire une équipe complète, ça se c'est vrai. développe plus gentiment. Et donc déjà, il y a une certaine entre guillemets, précarité au niveau du développement du fait que ce n'est pas un sport qui est super populaire. Bien sûr, celles qui s'engagent dans ce sport sont complètement dévouées et tu le vois si tu as déjà côtoyé des équipes féminines de rugby, elles adorent ça, elles ont vraiment, c'est leur sport quoi. Mais maintenant, on s'en retrouve à un moment dans le temps où eh ben, ces femmes qui se sont battues pour ça et qui pratiquent leur sport, potentiellement vont se retrouver contre des gabarits qui ne sont pas du tout les mêmes. Et je pense que, en tout cas, à mon avis, c'est vraiment une situation qui demande à être investiguée et qui demande à être réfléchie un petit peu plus parce que C'est ça. c'est pas si simple de dire que je décide de me présenter comme un tel et donc je peux maintenant avoir accès à ces compétitions et avoir très clairement un avantage incontestable au niveau physique. C'est ça. Oui, voilà. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. Et c'est vraiment pas faire la différence, oui, comme tu l'as dit, entre la vie personnelle, la vie d'ailleurs aussi, personnelle et tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, à un moment donné, non, il y a quand même des règles Mm. dans le sport et tu peux plus. Enfin, j'ai vu des photos, moi, de basket aux États-Unis, des équipes de basket. C'est une blague. C'est une blague, en fait. Le Mm. mec, il fait 2,20 m. Enfin, il va. Ben ouais, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, Non, mais t'imagines. Donc là, c'est rigolo, nanana. Mais il y a des trucs beaucoup moins drôles. Donc, comme cette fille qui se fait fracasser le crâne, c'est absolument pas drôle. Là, c'est hyper dangereux. Elle aurait pu juste mourir. Ou alors, l'inclusion de Lauren Hubbard fait qu'il y a une fille qui est déclassée et qui ne va pas aux Jeux Olympiques. Alors ça, tu vas expliquer à la gamine qui a 18 ans là, qu'en fait, elle a 19 ans, je crois. Elle peut pas faire les Jeux Olympiques. Elle pensait qu'elle y allait. En fait, tu vas plus parce qu'il y a ce gars là. Ouais, bon ben, en fait, c'est une femme maintenant, donc il va prendre ta place. Bah, c'est horrible. Ben, sans déconner. Mm. Moi, je trouve même pas de, je sais pas. J'ai pas d'argument en faveur en fait, et je suis hyper, ça me met en colère en fait que les gens ne disent rien. Mm. Tu Mm. vois, j'ai rencontré quelqu'un ici qui est au board, je sais pas comment on dit, USA Weightlifting. Ouais, Il s'appelle Sean Waxman. Je pense qu'il est ouais, je assez connais, ouais. connu. Ouais. Et Sean, on se voit tous les matins.
Il est hyper cool, on boit le café, il fait sa rehab parce qu'il est pété de partout comme tous les athlètes professionnels à la retraite. Il est génial ce gars, mais il m'explique que aux États-Unis, dans l'association USA Weightlifting, il n'y a pas de femme qui ouvre sa bouche, quoi. Donc les mecs parlent, ils sont pas d'accord, mais à un moment donné, c'est des hommes. Et puis en fait, finalement, c'est plus leur problème. Et il m'explique que bon, bah, ils se battent pas plus que ça. Bon, oui, bon, c'est pas normal, mais bon, voilà quoi. Et il n'y a pas de femme qui monte au truc et qui va dire waouh, non, c'est pas juste en fait, c'est pas juste du tout pour les autres femmes. Donc voilà, donc c'est le manque de, il n'y a pas de voix encore. Et les gens ont peur aussi de passer pour des monstres. Tu vois, là, moi, je pense qu'il y a des gens qui vont pas comprendre ce que je viens de dire et que je vais me faire traiter de trucs qui n'ont rien à voir. Hein, parce que d'un coup, tu es homophobe, alors qu'en fait, je parle même pas du tout d'homosexualité. Je parle d'un mec transgenre qui vient dans une catégorie de femmes. Donc, rien à voir, mais les gens vont extrapoler à des trucs que j'ai même pas dit. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Donc, Ouais, et ça, je pense que les gens préfèrent ne pas parler, tu vois. c'est toujours plus simple de ne pas Ça, parler. C'est toujours plus simple de ne pas ça. parler. Et bien sûr, encore une fois, comme je l'ai dit avant, c'est des sujets qui sont compliqués, c'est des sujets qui sont difficiles. Il y a beaucoup d'émotions qui sont à prendre en considération aussi dans toutes les parties de la conversation. Et comme tu l'as dit, c'est aussi, je trouve, très, très facile de quand on essaye d'avoir une conversation comme ça, qui, encore une fois, est compliquée, pour des gens de pointer du doigt et de dire des noms, parce qu'on en est vraiment là, hein, on en est juste à des gens qui vont te traiter de certains noms parce qu'ils Ah essayent ouais, de te c'est catégoriser, alors qu'on essaye d'apporter de la nuance, on essaye d'apporter une réflexion dessus. Et je ne sais pas s'il y a vraiment une bonne solution pour faire face à ça, parce que, je veux dire, à mon avis, les gens qui vont recourir à ces méthodes-là, donc des méthodes de simplement de te classer ou de t'insulter d'une certaine manière, c'est quelque chose qui n'est pas fait de bonne foi. Dans le sens où, enfin, comme tu l'as dit, toi, tu es prêt à entendre des arguments, tu es prêt à avoir une conversation, tu es prête à avoir ouais. une conversation, mais il Mm. faut que la personne en face soit prête aussi à l'avoir. Et simplement insulter les gens, c'est pas comme ça qu'on en est arrivé là en tant que bon vieux singe que l'on est. C'est pas comme ça qu'on en est arrivé jusqu'ici, et c'est certainement pas en s'insultant parmi qu'on va pouvoir aller de l'avant, qu'on va pouvoir apporter plus de nuances sur des conversations difficiles, sur des sujets qui touchent au choix individuel de tout un chacun. Mais à mon avis, il faut ces discussions de manière posée pour faire avancer les choses. Et donc la difficulté, à mon avis, elle est là. Elle est de même juste avoir une conversation entre adultes et de pouvoir C'est dire ça. ce qu'on pense, et peut-être de ne pas être d'accord. Parce que, et ça, c'est un autre truc qu'on ne peut pas faire en 2021, c'est ne pas être d'accord, mais être courtois et être poli et respecter la personne pour ce qu'elle est, et peut-être moins ses idées pour ce qu'elles sont. Mais on a de la peine à dissocier ces deux choses, la personne en face de nous et ensuite soit les propos tenus, soit les idées qui sont élaborées. Voilà, je ne sais pas comment on peut faire, mais à mon avis, il faut essayer le plus possible d'avoir des discussions qui sont entre adultes et C'est d'essayer ça. de faire évoluer les conversations vers ça. Mais c'est comme de dire qu'une personne obèse n'est pas en bonne santé. Tu es de suite catégorisé alors ce mot est incroyable, de grossophobe. Ils ont inventé un mot quoi pour dire ça, mais c'est pas du tout le cas. En fait, euh, scientifiquement, l'obésité n'est pas saine. Enfin, je viens pas de t'insulter de gros, de manquer de respect à quelqu'un qui est en surpoids. Je viens de dire que l'obésité n'est pas healthy. Je sais pas comment tu veux dire, tu vois, mais Mmh, et mmh. en fait, j'ai déjà eu des messages sur Instagram de trucs de malade. Moi, quand j'avais publié des études sur l'obésité et le Covid, enfin bref, et j'avais reçu des menaces d'ailleurs de quelqu'un de connu obèse. Je la connaissais pas, hein, moi, mais apparemment de quelqu'un qui est écrit en France dans des magazines ou personne publique, je ne sais quoi, là, et qui m'avait complètement menacée. C'était incroyable. Alors qu'en vrai, c'est juste la vérité. J'ai pas dit que tu étais quelqu'un de pas bien parce que tu es gros, en fait. J'ai juste dit quand même, il y a des liens et que
que l'obésité en France, c'est une catastrophe et que c'est le premier facteur de toutes les autres maladies et, euh, et que ça coûte cher à la société aussi, quoi. Mm. Pour ceux que ça intéresse, il y a un livre qui est fantastique de Renaissance Periodization qui Mm, s'appelle Eating for Health, si je ne me trompe pas. Et il y a, je ne sais plus combien, je vais dire des chiffres qui sont certainement faux, mais allez voir, il y a entre 8 et 12 chapitres. Et pour chaque chapitre, ils ont revu entre 100 et 200 articles de littérature scientifique. Et en gros, c'est tous des doctorants, c'est tous des têtes, en plus d'être des animaux dans la salle de muscu. mm, Tous les gars et les nanas qui bossent à RP, ils sont vraiment très très forts dans ce qu'ils font. Et en gros, ils ont fait une revue de littérature monstrueuse en lien avec la nutrition et la santé. Et ont déterminé, comme tu l'as dit ici, que en gros, le fait d'être en surpoids était lié avec une augmentation de toute cause mortalité. Donc, en gros, ouais. si tu peux perdre un petit peu de poids, tu auras moins de chances d'avoir des soucis de santé de manière générale. Et comme tu l'as dit, c'est pas pour pointer le doigt aux gens qui sont en surpoids, c'est pas pour être méchant, Mm, parce que c'est quand même un petit peu notre travail d'aider les gens qui sont prêts à faire les démarches nécessaires pour être en meilleure santé et pour aller de l'avant et pour changer eux-mêmes. Encore une fois, une conversation qu'on doit pouvoir avoir et qui, encore une fois, qui touche à l'estime des gens parce que c'est pas facile quand tu es en surpoids et personnellement, j'ai jamais été, donc je peux même pas en parler d'expérience, mais ça doit pas être facile. C'est une image de toi que tu as, c'est des ressentis, c'est des mm, pensées et de faire face à tout ça, ça demande, mais on en revient au début du podcast, faire face à soi-même, prendre ses c'est ça. responsabilités, avoir les conversations qui sont difficiles, mettre un pied devant l'autre, même si c'est dur, qui est un petit peu la condition humaine, Sisyphus qui pousse sa pierre sur la colline. Mm, C'est un petit peu, et ça c'est un avis qui est très personnel, mais c'est pour ça qu'on était fait. En tant qu'humain, on va en tout cas pouvoir aller de l'avant si on a quelque chose contre lequel pousser. Et si on est mm. statique, on ne va pas vraiment pouvoir s'épanouir. Il faut qu'on aille de l'avant, quoi qu'il arrive. On n'est pas fait pour faire du surplace. Et donc, il faut faire face à ces démons, faire face aux choses qu'on a en nous et essayer d'aller de l'avant. Waouh! On dirait une conclusion magnifique. La conclusion, je vais te la laisser. Hello, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, si tu as un petit message pour tous ceux et celles qui ont écouté le podcast. Oh là là. Le mot de la Ça fin, la craint parce que pression. je sais pas quoi dire. C'est horrible. Oh, c'est horrible. Désolée, je sais pas. Oh my god. Tu pourrais couper ça ou je me prends la honte là. Non, non, je coupe pas. Ça reste dans le podcast. Par contre, par contre, on va finir. Parfait. Par contre, on va finir sur quelque chose de sympa quand même. Ok. Si tu as un ou deux livres à recommander aux auditeurs, qui toi t'ont marqué, qui toi t'ont Ouais. fait avancer, qui toi t'ont peut-être changé la vie même. Euh, Mark Twain, euh, son bouquin est incroyable. En fait, tout, d'ailleurs, ce que Marc va écrire, du coup, si les gens ne veulent pas acheter de livres, c'est très simple. Vous allez sur nonprofit.com. Je te donnerai l'adresse exacte. Mhm. Euh, Ils ont une partie journal où ils vont écrire des essais et des textes un peu plus courts. Et c'est particulièrement bien. Et en fait, c'est cool parce qu'ils envoient la petite newsletter et par moment, franchement, tu as le petit email qu'il fallait que tu lises, tu vois, pour aujourd'hui. Et c'est Mhm. là-dedans que j'ai trouvé, personnellement, en tout cas, les meilleurs coups de pelle, tu vois, pour me réveiller. Les- Et non, vraiment, tout ce que Marc, j'ai trop de chance qu'il travaille sur mon bouquin, hein, mais j'ai été très fan et je suis très, très contente de l'avoir en tant qu'ami maintenant. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et je pense qu'il peut aider beaucoup de gens de par ses textes, quoi. Voilà. Mhm. Donc, Pour le livre dont on voilà. a parlé pendant le podcast, est-ce que Mhm. tu peux donner, est-ce que tu as déjà une date de sortie ou est-ce que Non. c'est l'année prochaine, est-ce que c'est l'année d'après? On aimerait bien dans l'hiver, que ce Mhm. soit après décembre, janvier, février, j'en sais rien, mais par là. Voilà, Mhm. histoire de faire ça bien.
Où est-ce que les gens peuvent trouver plus d'infos sur ce projet en développement? Où est-ce qu'ils pourront trouver plus d'infos le moment venu? Heu, Tout sur Instagram. De mon côté, en tout cas, sur, Hellosaurus, quoi, ma page, normale, Non Prophet, pareil, le site internet ou leur Instagram, puisqu'on collabore, tous ensemble, donc ça sera bien relayé. Voilà. Super, ben, pour tous ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent, encore, parce que ça Mmh. fait un petit moment qu'on est là, donc si vous êtes encore avec nous, merci beaucoup. Allez suivre Hello sur, allez suivre Hello sur Instagram et sur, je crois qu'on a juste parlé d'Instagram. Ouais, j'ai tous tes Insta ici, Wild Earth Programming, Wild Eat Live, Lifting Club aussi, Hellosaurus _. Donc, allez suivre Hello. Hello, merci encore une fois beaucoup d'être venu sur le podcast. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. L'heure Bonne du chance. petit-déj là, il est 10 heures. Ouais, c'est ça, parce qu'il est tard ici et il est tôt chez toi. Merci encore. Merci, c'était cool. Ciao! À bientôt.